L'État du Cameroun promet de payer la dette due aux PME. C'est l'une des principales résolutions prises hier lors de la 9e édition du Cameroun Business Forum. La promesse est de Philemon Yang, le Premier ministre, qui a donc assuré que le ministre des Finances allait accélérer le processus du règlement de la dette intérieure pour que les PME puissent avoir ce bol d'air important. L'État promet aussi dans cette foulée d'accompagner ces PME dans la mise en place et surtout le montage de projets bancables ou bankable, s'il faut rester dans le Shakespeare language, et surtout évoquer que les PME sont au centre de la croissance dans ce pays et donc il est important de les accompagner de manière forte. On parle également ce matin de cet ouvrage, ce livre, un livre donc riche. On parle également ce matin de cet ouvrage, ce livre, un livre donc riche, d'une carrière riche. Le livre, c'est Cameroun, chronique d'une démocratisation assistée du journaliste Valentin Siméon Zinga. C'est un ancien du groupe La Nouvelle Expression qui effectivement ce jour portera au devant de la scène à l'IFC de Yaoundé cette dédicace de son ouvrage qui revient comme il l'a dit lui-même sur donc ses points de vue exprimés au gré de l'actualité mais toujours priorité sur la durée. Lui qui va faire donc un condensé de textes publiés évidemment lors de sa riche carrière. Mesdames, Messieurs, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12 Le Zénith. C'est une émission qui vous accompagne en longueur de minutes, 2 heures d'horloge pour vous livrer l'actualité, l'information, mais surtout tout ce qui concerne notre société de vivre ensemble au Cameroun. Et pour cela, une équipe vous accompagne, gonflée à bloc, j'ai envie de dire. Et puis pour ce mardi 13 mars 2018, on a d'abord sur ce plateau Charlamel Mbachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Malgré ce chat à la gorge, on va le faire. Je salue ce matin Jean-Baptiste Bokam, alias Ramon Kota. Il a décidé de demander l'asile politique en France, démontrant de fait que lorsque le navire coule, les rats sont les premiers à sauter. Charlamel, j'avoue que j'ai pas bien compris le lien entre rat et navire qui coule. D'accord, mais il faut dire que Jean-Baptiste Bokam a appris la nouvelle de son limogeage le 2 mars dernier à l'occasion du réaménagement ministériel alors qu'il était sur son lit d'hôpital en France, donc à l'occasion du réaménagement ministériel alors qu'il était sur son lit d'hôpital en France, donc au lendemain de son opération. Est-ce qu'il y a un lien avec tout cela? On rappelle qu'il a été également, il est toujours, parce qu'il n'y a pas de note qui le démet, il est toujours le PCA de la BISEC. Est-ce que le scandale dans lequel est empêtré les dirigeants de la BISEC en ce moment va toucher le PCA? C'est la question qu'on va se poser, mais également on sait qu'il y avait beaucoup d'argent qui coulait à flot au CED et toutes les opérations menées de ce côté-là. D'ailleurs, une information a fuité dans la presse pour dire qu'un de ces hommes de main avait été ou aurait été arrêté avec un sac d'argent. Au Cameroun, il y a toujours des sacs d'argent. Donc on ne sait pas si tout ça a un lien et que c'est la fuite de l'épervier qui fait cela. On aura la confirmation dans les toutes prochaines semaines ou jours, si vous voulez. Également sur ce plateau ce matin, Flora Zé. Bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous. Bonjour à nos chers téléspectateurs, à vous sur le plateau. Charlamel, moi aussi je m'interroge. Je m'interroge comme l'indépendant aussi qui se pose des questions. Comment on réussit à avoir des dossiers confidentiels qui sont tenus confidentiels, secrets sur la toile, qui se baladent sur les réseaux sociaux? Qui sont ces fonctionnaires justement qui manipulent l'information dans l'ombre? Que veulent-ils nous passer comme message au sein de la République?
Moi, Eric Fopoussi, je m'interroge ce matin. Tout à fait. Vous avez raison, Florazé, de fort bien vous interroger ce matin sur ce plateau, parce qu'il y a deux textes qui encadrent la confidentialité de ces documents-là, documents qui, en règle générale, permet à l'administration de pouvoir être beaucoup plus efficace. On a le statut général à la fonction publique, mais également le code pénal qui prescrit un certain nombre de mesures pour évidemment sanctionner et surtout encadrer ces fonctionnaires qui, comme vous l'avez dit, on ne sait pas bien quel est le dessein caché derrière ces fonctionnaires qui, comme vous l'avez dit, on ne sait pas bien quel est le dessein caché derrière ce type d'agissement. On va également sur ce plateau, madame, monsieur, introduire Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi aussi, je m'interroge, comme c'est le problème des interrogations. Voilà. Je m'interroge, pourquoi le gouvernement camerounais a-t-il refusé de donner accès au président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés pour voir si Soukou Tagou et ses compagnons arrêtés au Nigeria et transférés au Cameroun? Lui-même, le docteur Banda, il s'en offusque et il dit que ce n'est pas bon. Pourquoi le gouvernement a-t-il fait? Ne veut-il pas que la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, qu'il a mise en place lui-même, ne puisse pas avoir accès à ces gens? Je m'interroge. Et surtout que la Commission des droits de l'homme et des libertés est une institution, un organe, effectivement, de l'État, donc créé par l'État. Donc on peut comprendre qu'on ait peur des ONG, mais que la Commission elle-même soit ainsi mise de côté en termes de travail. Et surtout, ce qui nous permet de poser une question essentielle ce matin. Est-ce que la crise anglophone est désormais à l'épreuve des droits de l'homme? C'est une question qui mérite d'être posée, puisqu'il y a des composantes à mettre en jeu pour pouvoir bien comprendre les solutions qu'on pourrait édicter pour que cette crise s'épuise et qu'on puisse la résoudre. Madame, monsieur, on va d'ailleurs introduire ce programme ce matin avec effectivement la première articulation et le premier sujet qu'on met sur la table. Après, on reviendra pour les discussions. C'est bien sûr Tendance, la voyageuse qu'on ne présente plus. J'invite ici quelques présentateurs qui le font souvent. On ne la présente plus. Bonjour. Bonjour Tendance, la voyageuse. Bonjour Eric, bonjour encore tous ceux qui nous regardent du côté de kilomètre 5, du côté de Banjok, du côté de DAMM. J'ai eu un cas sur de kilomètre 5 du côté de Banjok, du côté de DAMM. J'ai eu un cas sous la main, un cas un cas urgent. J'étais aidé à bon, j'ai fait un aller-retour. Tu vois, il y a des choses qui se passent ici de Flora parce que vraiment, je ne sais pas. Je vais m'adresser à madame Stéphanie Teke. Monsieur Teke est très fâché contre toi. Il m'a dit de parler qu'à Equinox et je vais parler pour que les femmes qui me regardent ce matin essaient de tendre leur tympan pour voir si monsieur Teke a raison ou pas. Avant de commencer, je vais vous demander, est-ce qu'une femme doit dire à son époux qu'elle a bouffé la tontine? Si oui, pourquoi? Monsieur Teke m'a dit qu'il est très fâché contre son épouse. Il a prononcé un mot en français là que je ne retiens même plus trop. Mais je sais que tu aimes trop regarder cette émission. Madame Teke, point. Ton petit nom c'est Stéphanie, mais il ne dit pas l'autre nom. Ton mari est très en colère contre toi. Il dit que tu dois changer de comportement. Je suis allée aider à un moment, résoudre ce problème urgemment parce que le monsieur m'a appelé. Il me dit que si tu ne viens pas aider, tu vas entendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'il va seulement venir filmer. Il me dit qu'avant-hier, il est rentré du travail à 17h30. Comme à son entrée, il y a un bar. Il voulait prendre une avant de rentrer à la maison. Parce que ça c'est beau au Cameroun. Oui, tout à fait. Ça c'est beau au Cameroun. En prenant c'est une voisine du quartier qui est montée, qui partait à la boutique. Parce qu'au bar, il y a tout la boutique dans le bar. Donc c'est une boutique mini-bar. On vend tout, les denrées, bref, tout. Un bar, en même temps la boutique. La dame partait acheter le savon. Qu'elle a vu monsieur Teke assis au bar. Elle a dit, monsieur Teke, une voisine du quartier, que papa, il n'y a pas une. Il dit que je prends où? Ce qu'il y a sur moi là, que papa, il n'y a pas une. Il dit que je prends où? Ce qu'il y a sur moi là, ce n'est que l'argent de baigner de tes enfants. Je n'ai même plus 5 francs, j'ai seulement pris une.
C'est la dame qui lui dit que, ok, si tu ne me donnes pas la bière, c'est que c'est toi qui veux. D'abord, il voulait seulement blaguer. Il dit que, ok, tant mieux. Elle est partie acheter le savon. En sortant maintenant, elle s'arrête, la voisine du quartier s'arrête devant M. Teke. Elle dit, avec les 400 000 francs que ta femme a pris à la réunion, si tu me donnes même un casier de bière, quoi va faire? De quoi je me mêle? Flora, il dit que quoi, mamie? Elle dit que, avec les 400 000 francs que ta femme a bouffé à la réunion hier, là, si tu me donnes même un casier de bière, quoi va faire? Il dit qu'il a bu sa bière à la trompette, bon. Quand il arrive à la maison, il appelle sa femme que B. Donc, tu bouffes la cotisation, c'est au bar que je suis au courant. Son époux lui dit que, mais, si il bouffe la cotisation, c'est mon argent, est-ce que c'est le tien? Où ça le ronge. Il dit que sa femme doit quand même lui dire qu'elle a bouffé la tontine. Et on ne va pas l'annoncer au bar. Il dit qu'il s'est senti ridicule. Qu'il ne s'est même pas senti homme. Et où il est là, il a fait des problèmes à sa femme que non, je ne peux pas avoir affaire à une femme à la maison, je lui dis tout, mais elle bouffe une tontine, elle ne me dit pas. Alors qu'il y a des moments où, quand elle veut l'argent, monsieur lui donne, je vais te chez monsieur donne, et elle bouffe la tontine, elle lui dit pardon, il est très fâché contre toi. Je vais dire à toutes les femmes qui me regardent encore, je vais encore me répéter en disant que, est-ce qu'on doit dire à son époux qu'on a bouffé la tontine? Si oui, pourquoi? J'en ai terminé. Il faut dire quelque chose pour calmer le cœur de monsieur Teke. Parce qu'il nous regarde et son épouse nous regarde aussi. Absolument. Alors, Paris, France, on est en 2011, on est en pleine campagne des primaires pour trouver le candidat socialiste du PS qui devra affronter le président sortant Nicolas Sarkozy. Martine Aubry et François Hollande sont donc dans une forme de bataille politique et un jour Martine Aubry lance une pique et elle dit cette boutade, cette formule devenue célèbre, lorsqu'il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Pour dire quoi? Pour dire que la question qu'on se pose ce matin nous permet évidemment de rentrer dans la communication qui doit régner au sein d'un couple. Doit-on cacher certaines informations qui sont liées aux finances ou autre chose à son conjoint? C'est une question qu'on peut se poser ce matin, mais également, je voudrais qu'on fasse l'inverse pour comprendre que les femmes sont souvent difficilement dans l'acceptation de ce que leur mari ne leur rende pas compte des mouvements financiers qu'ils sont appelés à avancer, à mener. D'ailleurs, j'ai été témoin d'une affaire, d'un scandale entre deux personnes visiblement en couple, et la femme se plaignait de ce que son mari ne lui avait pas dit qu'il envoyait l'argent régulièrement à ce moment au village. Et donc la femme a dû faire un scandale. Comment est-ce que tu peux envoyer l'argent à ta mère, tu ne me dis même pas? Comment est-ce que tu fais ci, tu ne me dis même pas? C'est comme ça, c'est un coup d'état, tu as fait ci, tu as fait ça. Donc, c'est-à-dire que c'est des choses qui existent, ça arrive. Bon, maintenant, il faut qu'on essaye de comprendre la psychologie de cette femme qui a décidé de soustraire de la connaissance de son mari une telle information, une information importante. Alors, cher Lamel, mettons-nous dans l'esprit de cette dame. Qu'est-ce qui explique qu'elle n'ait pas informé au préalable son mari d'une quelconque tontine? Bon, on peut imaginer qu'elle fait une tontine et que le mari est au courant, mais qu'est-ce qui peut expliquer que lorsqu'elle bouffe son argent, qu'elle ne dévoile pas effectivement qu'elle l'a fait? Qu'est-ce qu'elle craint? Elle craint que le mari puisse s'accaparer de l'argent, ou simplement elle veut ici montrer sa liberté de ton, de penser, on va dire son autonomie. Elle veut ici montrer sa liberté de ton, de penser, on va dire son autonomie, puisque c'est un terme dans l'air du temps. Bien, je vous dirais que le serrurier qui a fabriqué le cadenas, qui cadenasse l'esprit de la femme, n'est pas de ce monde. Parce qu'il est difficile qu'on se place dans l'esprit de la femme. Seule elle peut réussir chez l'homme, mais l'homme ne peut pas réussir à se placer. Deux choses. La première, l'expression de la femme, c'est mon argent. La deuxième, où est ton problème? Alors, elle-même définit là qu'elle s'est, depuis le début de cette relation, exclue, ou en cours de chemin, elle s'est exclue de la relation. C'est mon argent, où est ton problème? Ça suppose que lorsqu'elle est rentrée dans cette tontine, il était pourquoi
Lorsqu'elle a commencé à contribuer, lorsqu'elle a commencé à cotiser, il n'était pas au courant. Parce que si l'homme est au courant qu'elle est rentrée dans la tontine, si l'homme est au courant des jours de cotisation, forcément, il doit être au courant du jour où on rembourse l'argent. Parce que l'argent, à des moments, n'est pas remboursé en toute intégralité. Il y a des voix bébés qu'on coupe, il y a de l'assistance malheur qu'on coupe, il y a ci, il y a ça, il y a bref, il y a toujours de l'argent qu'on coupe à l'intérieur pour pouvoir. Donc ce n'est pas restitué. Mais encore faut-il qu'elle l'eût informé. C'est ça que je suis en train de dire. De son rang. De son rang, c'est ce que je t'explique. Mais Donc oui, je crois que oui. si cela a été fait, pourquoi la femme ne l'a pas fait? Ça suppose qu'elle a décidé elle-même rompre le dialogue et par conséquent se mettre à côté. Ce qui voulait dire qu'à ce niveau, la femme n'est plus prête à continuer. D'accord. Florazé, lorsqu'il y a un loup, lorsqu'il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Donc, cette femme, qu'est-ce qu'elle cache? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle... je veux dire, c'est une louve. Je vous fais prendre le terme au féminin, parce qu'elle fait du flou. Elle dire, c'est une louve. Je vous fais prendre le terme au féminin, parce qu'elle fait du flou. Elle ne veut pas déclarer clairement ce qu'elle fait en termes de finances. Non, il n'y a pas de flou. Je vais rappeler, je vais certifier et je vais dire à Charles Hamel que par rapport à l'histoire du jour, monsieur est au courant qu'elle est dans une association, bon, une réunion et tout. Donc, je crois que monsieur, tant que est allé vite en besogne. Pardon. Parce qu'il reçoit l'information à l'extérieur. Vous savez, à 70% en termes de charges, de gestion dans un foyer, je crois que bon, on ne démentira pas, tout repose sur la femme. Maintenant, la femme dans le couple, c'est elle le plus souvent qui fait beaucoup de surprises à l'homme. Ça veut dire que vous sortez le matin, le soir quand vous revenez, vous voyez que tout a changé dans la maison. Vous croyez qu'elle a fait quoi? Dans un coup de baguette magique et tout. Souvent l'homme ne demande même pas, chérie, comment tu as fait? C'est tout beau, c'est tout changé et tout. Ça, c'est la femme. À ce moment, monsieur ne demande pas où madame a pris de l'argent, etc. et tout. Donc déjà, nous devons, je vais dire, approuver, je vais dire, quand même féliciter l'attitude de la femme. Parce qu'elle n'a pas caché à monsieur qu'elle était dans une réunion et autres. Sauf que je suis sûre que, moi j'en ai la tête de cette dame, je suis sûre qu'elle prépare une belle surprise à son mari. Peut-être que, je ne sais pas moi, un petit commerce qu'elle ne peut pas réaliser, peut-être des rideaux. Bref, il y a un changement qui va se produire autour de cet argent, de cette coquette somme qui est 400 000 francs. Donc, monsieur, tant que, quand on reçoit certaines informations à l'extérieur, parce que déjà la voisine, c'est un mauvais grain, parce qu'il faut faire très attention. Donc, quand je me mêle, monsieur, tant qu'il revient peut-être pas avec de la colère, mais peut-être il vient donc demander à sa femme, parce qu'on est tous des êtres humains et on calcule. Même quand vous savez que votre femme est dans une réunion, vous calculez quand même une réunion sur toute une année, vous allez quand même demander à votre femme, chérie, depuis 6 mois déjà tu n'as rien fait et tout. C'est ça également le dialogue, pour peut-être pousser l'autre à parler. Mais sauf que dans ce cas, il n'y a pas de dialogue. Oui, non, attendez, il y a dialogue, puisque monsieur peut-être sait que madame cotise, il connaît les transactions, sauf que maintenant, il a eu l'information à l'extérieur, mais à quel moment il connaît les transactions, sauf que maintenant, il a eu l'information à l'extérieur, mais à quel moment? Parce que l'histoire nous dit que madame a cotisé, madame est rentrée de la réunion. Je crois que c'est le lendemain qu'il a eu l'information à la buvette et tout. Non, attendez. Madame peut prendre tout son temps. Mais après, c'est toujours une information qu'on donne. Madame prend une information. Puis qu'il a déjà le temps. 24 heures pour donner l'information. Madame prend... Même pas 48 heures. Madame prend son temps. Même là, c'est un véritable problème. Madame prend... Parce que... Oui, quand ça ne fait pas la femme, c'est un problème. Je ne pense pas que la femme ait eu l'information qu'elle vous ferait le jour même. Donc elle aurait pu, une semaine à l'avance, 2 semaines à l'avance, dire au mari qu'à telle échéance, j'aurai une rentrée financière. Voilà ce qu'il y a de faire. Bon, maintenant, je reviendrai chez vous, Flora. Je vais chuter par rapport à Charles Hamel. Non, parce que, pour terminer, dans une réunion, il a fait bien de limiter tout ce qu'on retrouve dans une réunion. On vous coupe ci, on vous coupe ça. Parce que souvent, vous avez 400 000 francs, vous savez, vous allez bouffer. Après, peut-être, vous vous retrouvez avec 300 000 francs, 350 ou bien 200. Donc, il fallait qu'il laisse sa femme d'appréhender tout. Et peut-être de planifier cet argent et puis de venir informer son mari. Le but, justement, c'est déjà d'aller informer le mari. Mais le lendemain, il a déjà l'information d'une voisine qui, je ne sais pas, je ne sais pas justement quel rôle est justement dans la relation du mari ou de la femme. C'était pas à elle de venir le dire à son mari. Maintenant, au mari aussi de faire très attention.
des informations qu'ils reçoivent à l'extérieur vis-à-vis de leur couple, de leur famille. Bon, ce matin, on évoque un sujet qui le plus souvent crée des conflits dans les familles, puisqu'on parle de l'argent, le nerf de la guerre. L'argent, beaucoup disent même que l'argent, c'est le diable. Mais sauf qu'il faut quand même qu'on soit clair et qu'on s'entende sur ce plateau ce matin. L'argent de la femme, c'est pour qui? Parce qu'il y a un qui disent que l'argent de la femme, c'est pour sa famille et que, bon, pour l'homme, c'est pour le couple. Oui, c'est comme ça que la femme considère. Son argent, c'est pour elle et sa famille. Si son papa vit encore et sa maman, c'est comme ça. L'argent, c'est pour elle et sa famille. Si son papa vit encore et sa maman, c'est comme ça que beaucoup de femmes considèrent. Et c'est précisément l'une des choses qui ont disloqué les couples. Je partage le point de vue de Charles Lamel. L'homme ne connaît pas que sa femme est en réunion. Quand on dit l'informer, ça veut dire qu'elle est là-bas, comme on dit souvent au Cameroun, deux têtes. Voilà. Elle voulait donc bouffer et déclarer un jour où l'autre part viendra, où elle dit, ça veut dire qu'elle ne connaît pas. Ça veut dire que l'homme est trompé sur toute la ligne. Il ne faut pas dire les choses. Oui, mais c'est qu'il ne m'a mort. Non, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il faut d'abord dire des choses comme ça. Non, c'est deux têtes. Il a l'information. J'ai dit, vous avez dit qu'il faut essayer de déverrouiller pour comprendre la psychologie de la femme. C'est là où je commence. Je ne sais pas. Donc, c'est une femme qui trompe. Elle trompe même ses enfants. Et elle va même se tromper elle-même. C'est là où vous avez... Pour comprendre donc ce qui arrive là, il faut replacer dans l'histoire. En fait, la femme ne doit pas cacher. C'est revenu à l'homme. Puisque en fait, c'est elle qui est la comptable matière. Pourquoi cacher? Puisque l'homme va encore lui dire garde. Garde. Sauf que c'est rare, Bombok. Ce n'est pas rare. C'est vous qui avez rendu ça rare. Ce que vient de dire Florazé, c'est ça le nœud de la guerre. Ça se passait comment? Nous sommes maintenant au mois de mars, la période des semences. Pendant les récoltes, chaque femme, on appelait ça, vous appelez à l'église, j'entends parler d'un terme que vous ne savez pas l'utiliser. Vous dites fête des récoltes. La fête des récoltes. Voilà. C'est nous. Si vous avez puisé ça chez nous. Mais bon, vous allez donner à Dieu, tant mieux. Bon, la femme donnait... On s'est inspiré de vous, c'est important. La femme, chaque fois qu'il a fait des récoltes, de maïs, de ignames, de pistaches, de tout, et il le faisait d'abord. Il faisait goûter les prémices à maïs, de ignames, de pistaches, de tout. Et il le faisait d'abord. Il faisait goûter les prémices à son mari. Mais le mari savait bien, puisque c'est lui qui donne le champ. Et à la fin de l'année aussi, la femme, on fait le soul, on dit que, bon, il fait un bon pistache, mais des pistaches, un bon truc, par rapport à chaque tribu, à chaque religion, le mets important, on donne à l'homme. Mais il savait donc. Et comment est venue l'idée de cachotterie? C'est justement quand vous êtes allé à l'Occident, on a commencé à vous parler de l'émancipation de la femme, l'autonomisation de la femme. Ah d'accord. Quand la femme devient donc autonome, l'homme deviendra autonome quand? Est-ce que c'est chacun qui est autonome de son côté? Une juxtaposition d'autonomie. Voilà. Donc quand on vient donc dans un mariage avec une juxtaposition d'autonomie, c'est là la guerre commence. La guerre commence. C'est là à ce niveau où même vous qui êtes allé à l'école, vous ne savez même plus où se trouve votre code civil qui vous dit le mari est le chef. Après, on va dire, mais chef veut dire quoi? Chef veut dire, bon, voilà là où le problème commence. Donc, revenons dans nos traditions, dans nos cultures, pour savoir ce qu'on a pris de l'autre côté et qu'on peut, j'allais dire, adapter à notre système, mais ne nous laissons pas absorber par les cultures des autres, on ne va plus jamais se retrouver. C'est ça l'histoire de cette femme. Elle est là-bas 2 ou 3 têtes. Et elle voulait cacher. Non. C'est la première position. Et la voisine qui, elle sait que quand elle gagne, elle donne à son mari. Donc, logiquement, elle se dit que dans l'argent que j'ai gagné, mon mari peut prendre un truc là, il prend une, il peut même donner une à un ami ou à un truc. Donc, pour la femme, c'était normal. Ce n'était même pas de médisance ou quoi que ce soit. Elle sait que elle, son mari,
Quand elle a déjà bouffé, elle peut même donner 3, dire que non, ton mari qui est là, on s'est retrouvé là, il a pris 2. Voilà, donc faire allusion à l'argent de sa voisine. Alors, ce que je veux dire va peut-être... là, il a pris 2. Voilà, donc faire allusion à l'argent de sa voisine. Alors, ce que je veux dire va peut-être choquer beaucoup de femmes qui nous regardent ce matin. Souvent, je mets les gants, on parle de femmes, mais aujourd'hui, je vais les enlever. Pour dire quoi? Pour dire que, en règle même générale, Charles-Amel Baro-Bengan sur ce plateau, vous pouvez voir que cette femme cotise comme ça un argent que son mari donne tout le temps. Hein. C'est pas ses revenus propres, parce qu'il y a des femmes qui viennent vous embrigader, vous prendre en tenaille, vous vous dire j'ai ma cotisation samedi et n'oublie pas ça s'il te plaît. Donc, non, oui. Ce que je veux dire pour confirmer ce que vous dites, c'est que Mbongo a dit quelque chose d'assez pertinent. Il y a le dit et le non dit. Il y a ce que le mari sait et ce que le mari ne sait pas. Ne sait pas, tout à fait. Donc là, il parle de 2 têtes. Elle peut être en train avec 2 noms, 3 noms. Le mari ne sait pas. C'est le premier nom qui a bouffé. Le deuxième nom, pourtant l'homme cotise pour un nom. D'où proviennent les 2 autres noms. Donc, tu vois un peu là où ça pose un problème. Oui, ça pose un véritable problème de confiance dans ce couple. Parce que, effectivement, Tendance va également dire un mot sur ce sujet. Parce qu'elle a vécu donc en vrai et en temps réel cette histoire. Donc elle a peut-être aussi des éléments que nous n'avons pas. Et peut-être aussi nous dire effectivement pourquoi la femme trouve toujours qu'il y a un problème lorsqu'il s'agit d'informer son mari, l'homme de sa vie, l'homme avec qui elle partage tout, d'une information aussi capitale que l'agent de la Réunion. Ça dépend, Eric. Oui. Ça dépend. S'il y a des hommes ici dehors, que quand tu commences à leur dire, d'abord on ne dit pas toi l'homme. Si je commence à lui dire, ça commence. Il prend, il ne me remet, peut faire comment? Ça commence très bien. Si je lui dis une ration, peut faire comment? Si je lui dis, il commence à me dire, ok, comme tu as bouffé là, le mois prochain, c'est toi qui paye le loyer, je fais comment? Il sait que c'est la honte que je vais faire quoi avec l'argent là. Et la voisine qui voit que j'ai bouffé à la réunion, elle vient dire, c'est une mauvaise voisine. Non. Si c'est moi, je pas d'abord j'arrête la voisine, je ne sais pas comment j'ai mon foyer. Tendance, pardon. Les voisines qui passent. Non, on va aussi parler d'espace, c'est moi. Je pas d'abord j'arrête la voisine, je ne sais pas comment j'ai mon foyer. Tendance, pardon. Les voisines qui passent. Non, on va aussi parler d'espace, c'est elle qui a déclenché le feu. C'est une bonne voisine. C'est elle qui a déclenché. Si elle a l'habitude de prendre son rang de tontine et pas donner à son mari, qu'elle ne croit pas que toutes les femmes font ça. Chaque femme connaît comment elle gère son foyer. Tu comprends donc, Flora? Oui, Tendance. De 2, quand on bouffe les tontines. Flora est d'accord avec ça? Oui. Ce qu'elle dit que c'est chaque femme qui sait comment elle gère son foyer. C'est pas possible. Si elle prend son argent et pas donner à son mari, ça l'engage qu'elle. Oui. Moi, je vous m'attendais, j'ai déjà planifié. Tu ne vois pas le programme le programme qu'il y a dans l'argent là. Tu ne sais pas ce que je vais faire avec cet argent. Donc tu vois mon mari au bar, tu dis que si tu me donnes un casier de billets, quoi va faire avec l'argent que ta femme a bouffé? Il y a déjà la jalousie dedans. Tu ne vas même pas boire la bière là. Tu sais pourquoi? Hein? Tu ne dois pas boire, toi la voisine. Parce que tu es jalouse. Vous, quand on est dans les réunions, on ouvre les tontines, on a souvent nos projets. Ne venez pas voir pour aller dire. D'abord même, le président va être au courant. Que je vais impliquer tout le monde dedans. Le président va être au courant que la cotisation que j'ai bouffée, l'adhérente est partie dire à mon mari. Ça, c'est nous détruire. Comme elle a dit pour moi, ça veut dire qu'elle peut passer de maison à maison pour aller dire. Pourquoi ne même pas envoyer même les bandits derrière moi? C'est son argent. C'est ma sueur. Elle aussi, elle ne peut pas dire que prochainement je vais donner à mon mari. Elle sait que j'attendais pas pour lui montrer. Je peux me garder comme ça, peut-être pour faire quelque chose pour nous deux. Je peux me mettre dans un compte ou dans mon compte. Un jour, je suis contente, où je suis fière dans mon cœur, je dis que ouais, ben, allons, voici tel montant que j'ai bouffé le toujours à la réunion. Mais tu cours, tu pas dire. Tu sais même pas si elle voulait faire une surprise à mon mari. Par exemple, Tendance. Toi, la voisine, c'est que les gens, même le chef du quartier va être au courant. Les femmes ont toujours impliquer le chef du quartier. Je voulais faire une surprise. Pour l'homme, l'homme n'est pas autorisé à faire des surprises. À ce moment, elle est super en sécurité parce que tu fais la réunion, les femmes qui voient comment tu bouffes, elles partent te trahir. Si on m'agresse, je veux savoir que c'est elle. Et si l'homme dit alors laisse les cotisations, tu vas dire non, moi j'ai mes plans. Si on m'agresse, je veux savoir que c'est elle. Et si l'homme dit alors laisse les cotisations, tu vas dire non, moi j'ai mes plans. Je vais d'abord passer par le chef du quartier, le chef du bloc, papa est super en sécurité. Mais Tendance, avec tel voisin au quartier. Pour qu'on comprenne très bien ton histoire de plan là, vraiment, il y a quel plan qu'une femme peut mettre en place sans que son mari ne soit au courant? Je peux avoir le flair acheter un terrain sans que le mari ne soit au courant. Je peux avoir le flair d'un terrain. Moi je veux comprendre. Je peux avoir le flair qu'on vend un terrain sur telle place. Peut-être tel montant le mètre carré. Je viens dire que ouais, ben, pardon.
voici un petit quelque chose que j'ai bouffé à la réunion. Toi, tu penses qu'on peut faire comment? Ou on peut d'abord donner les 400 000 francs si on prend d'abord tel nombre de mètres carrés. Si tu as sur toi, tu complètes. Tu ne connais pas l'argent de ça, mais tu viens d'abord, je peux lui dire ça. Si on a en face de nous un homme qui n'a pas l'esprit de financer quelque part et qu'on prend comme ça, on peut, en gardant même comme ça, on peut surprendre l'homme et sa forme de l'amour. D'accord. L'homme de vous sort derrière, vient dire comment il vous fait la cotisation. Je viens t'arrêter la bagarre devant ton mari. D'accord. Bon, c'est vrai. Non, attention. Comment non, je veux faire un petit commentaire. Je veux faire un petit commentaire quand même pour qu'on se comprenne. Et ça, c'est pour peut-être aussi comprendre cette femme parce que tout à l'heure, je parlais de psychologie. Peut-être que dans ce foyer-là, et j'en connais des foyers, hein, où vous avez un homme très dépensier, hyper dépensier, il ne sait pas économiser, il ne sait rien faire, et donc la femme lui, si sait économiser, il a refusé la bière à sa voisine. Généralement, l'homme ne refuse pas de bière à sa voisine. Parce qu'il n'a pas de ce quartier. J'ai dit généralement, tu paies même à crédit, puisque tu es là, tu dis que non, ouais, voisine, prends. Et le boutiquier marque là-bas. Avant Charles Hamel, avant Charles Hamel, Florazé. Oui. Non, la vérité, c'est que dans un couple, je sais que toutes les tâches sont définies. Madame, tu t'occupes de ça, moi je m'occupe de cette. Moi, je vous dis, les hommes assez responsables pour la plupart des cas, surtout quand la femme respecte son cahier de charges dans la maison, ne s'occupe même plus pour la plupart des cas. Surtout quand la femme respecte son cahier de charges dans la maison, ne s'occupe même plus des finances de madame. Ça, il faut... Vous êtes d'accord avec moi, Bombok, Charles Hamel? Non, l'homme à ce moment... Quand tout est planifié, je ne veux pas savoir combien il bouffe. Quand tout est planifié, monsieur sait que... Je crois que c'est comme ça que nous vivons aujourd'hui. Monsieur sait que madame fait ça, ça. Monsieur se charge de faire ça, ça, ça. Pour les hommes assez responsables et qui aiment même leur femme, pour la plupart du temps, oui, ne demande pas chérie, je t'ai vu la cotisation, qu'as-tu fait ton argent et tout, etc. Non, vu qu'il sait que cette dernière s'acquitte de ses tâches dans la maison, mais qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, au-delà de ça, je mets toujours le dialogue est là. Au-delà de quoi? Il n'y a pas que la maison. C'est là où justement, c'est ça, justement, au-delà. Nous avons des charges aussi en dehors peut-être de la famille. C'est là maintenant que le dialogue devrait intervenir. Non, ça veut dire que si monsieur s'engage hors du foyer, je dois être au courant. Si moi également je m'engage des tâches hors de la maison, il doit être au courant. Mais en ce qui concerne le foyer conjugal, des tâches des uns et des autres, Eric Fopoussi, là, moi, je mets un doigt d'honneur. Maintenant, s'il y a un qui faillit, maintenant, l'homme a la responsabilité de crier, de jacasser, de faire tout ce qu'il veut faire. Mais pour la plupart des cas, les hommes responsables ne fouillent pas, ne montent pas, ne descendent pas. Tous les hommes sont responsables. Quand la femme vient avec une feuille de route, généralement, les femmes sont venues avec les feuilles de route. En disant aux hommes, à partir de maintenant, où notre émancipation est voilà. C'est là où, comme l'homme, généralement, il reste, il dit, mais... C'est elle qui est à la maison, peut-être. Voilà où ça a capoté. Voilà, avant que Charles Hamel ne parle... Parce que nous avons laissé faire. Avant que Charles Hamel ne parle, j'aimerais quand même faire un petit rappel à Florazé. Hein. Vraiment, Flora, il faut écrire un livre une fois pour qu'on reste tranquille. Parce que vous avez tendance à dire que tel homme est responsable, tel autre ne l'est pas. Vous avez créé un outil de mesure de quel homme est responsable ou pas responsable. À travers les actes. Non, à travers les... Il ne faut pas faire de longues études. À travers les actes. Mais c'est à travers les actes qu'on réussit à déterminer les actes. Non, à travers les... Il ne faut pas faire de longues études. À travers les actes. Mais c'est à travers les actes qu'on réussit à déterminer. Mais c'est d'une prétention terrible. C'est à travers les actes que vous posez. Surtout vis-à-vis de la femme. Moi, je dis ceci. Tant que madame sait ce qu'elle a fait dans le foyer, monsieur sait ce qu'elle a fait parce que justement, on se fixe des bases. Mais pourquoi il n'y aura pas harmonie? Pourquoi l'homme va donc venir fouiller et tout? Et pourquoi l'homme... Maintenant, comme chacun est responsable, du moment où justement je m'engage à l'extérieur, je dois informer mon mari. C'est tout à fait normal. Alors, je vous dis tout de suite, hein, Florazé, l'unité de mesure des hommes responsables et irresponsables du Cameroun. N'existe pas. Oui, Charles Hamel. Il faut pousser, je m'inviterai à aller travailler avec les spécialistes sur le code de la famille. Voilà. Sa contribution. Le code de la famille. Voilà. Elle changera sa manière. Voilà. Vous vous rendez compte que lorsqu'on prend la femme sur des faits, ça devient les si, ça devient les peut-être. Elle voulait, elle avait pensé, elle devait, elle s'organisait, elle se préparait. Tous les verbes sont conjugués à l'imparfait, dans un futur. Non, elle devait. Voilà ce qu'on nous bassine. Maintenant, voilà ce qu'on nous bassine depuis là. Elle devait, elle se préparait, elle était en route. Et qui lui a dit que pourquoi
Voilà des expressions qui sacrent. Voilà des expressions. Bon, et quand c'est vice-versa, et quand c'est du côté de l'homme, qu'est-ce qu'on fait? Vous dites que... Mais l'homme ne donne même pas d'explication parce qu'il dit qu'il est le chef de famille, il ne donne pas d'explication. Mais la femme s'évertue toujours à donner l'explication à son homme. C'est pas normal, Eric Fopoussi. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Que l'homme ne donne jamais, ne soit jamais à même de donner des explications. Est-ce que c'est de l'homme dont on parle maintenant? Vous êtes en train de nous amener hors du sujet. Voilà une femme qui n'a pas donné. Qui n'a pas donné. Voici une femme qui n'a pas donné. De justifier ce comportement. Parce que l'homme n'a pas donné. Exactement, quand c'est l'inverse. L'homme ne donne jamais de justification. Oui, mais attendez. Les hommes donnent l'inverse. Quand l'inverse va arriver. Charamel, je ne sais pas quel est votre secret. Quand l'inverse va arriver. Charamel, je ne sais pas quel est votre secret, mais vous réussissez de fort belle manière à sortir Florazé de ces retranchements. Franchement, bravo à vous. J'aimerais venir à votre école apprendre de cela un peu pour réussir un peu à la canaliser aussi. Florazé, voilà, bravo quand même, bravo. Hein, quelques messages quand même ce matin pour qu'on puisse voir ce que pensent les téléspectateurs ce matin de ce que nous avons dit sur ce sujet ce matin. Alors, bonjour à vous. Ouais, je pense qu'il manque de dialogue dans ce couple dont le tort est partagé. Non, zéro. C'est un avis d'un téléspectateur. Oui, on lui dit que son avis, c'est pas vrai. On a aussi le droit de lui dire qu'il a mal apprécié. Je ne vois pas moi le mal de dame. C'est la sueur de mon Allez-y, lisez les messages parce que vous me regardez et vous attendez que je fasse une caution de ce qu'ils ont dit. Non, moi je ne dis rien. Allez-y, lisez les messages. Cette femme est vraiment est très mesquine. Elle pense qu'à son argent, c'est pour elle et sa famille, et pour l'homme, c'est pour tout le monde. Et pour le couple, c'est-à-dire que l'homme est alors l'enfant d'un fou ou quoi. La mère est-elle aussi folle? En tout cas, c'est Alvarez depuis le rond-point qui réagit. Une autre réaction. Pourquoi cette femme a tort? Pourquoi? Parce que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une même chair. Voilà, c'est Daniel qui réagit. Donc il doit avoir le dialogue. Ce n'est pas obligé. Êtes-vous sûr qu'il aide cette femme à cotiser? Ce n'est donc pas obligé qu'elle déclare et que l'homme arrête d'écouter les racontages. C'est Karine qui réagit. Et puis un dernier message ce matin. Voilà, nous vivons dans une... La femme n'a pas tort. Nous vivons dans une maison grâce à l'aide des... Bon, ça, c'est un petit témoignage. Nous vivons dans une maison grâce à l'aide des... Bon, ça, c'est un petit témoignage. Grâce à mes tontons, on n'a jamais demandé si elle est dette ou pas. Il passe tout son temps à boire ses biens. Il ne pense pas à notre avenir. Donc, je crois que c'est un petit témoignage par rapport justement à l'action de la dame. Ce qui ne tienne pas, nous sommes là comme rôle d'information, d'éducation. Comment consolide-t-on le couple, chers amis, téléspectateurs? Vous avez, soit vous vous engagez dans les chemins, dans le prisme occidental et vous vous y conformez, soit vous venez chez nous, vous puisez et vous vous conformez. Vous n'allez pas, au moment où le monde entier a 7,5 milliards d'individus et estimer que ça fait 7,5 milliards de points de vue qui seront pris en compte. Ce n'est pas possible. Le rôle du mariage, c'est la société, c'est un contrat social. Comment, à travers les nations, les peuples, les ethnies, les cultures, on a organisé tout. Inspirez-vous de cela, c'est simple. D'accord, très bien. Merci beaucoup sur le plateau pour ce sujet, ce premier sujet qu'on a mis sur la table. Le deuxième sujet arrive dans un court instant, très vite. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des ENIEJ au Cameroun. Comment faire pour que les ENIEJ deviennent des institutions apprenantes? Point d'interrogation. Quelle est la valeur des ENIEJ aujourd'hui? Comment se former ou comment recycler les enseignants? Quel dispositif activer? Comment se former pour enseigner? Se former pour encadrer? Se former pour mener des débats et des discussions pédagogiques? Se former pour encadrer?
Se former pour mener des débats et des discussions pédagogiques et didactiques. Se former pour évaluer l'apprenant. Se former pour évaluer sa pratique. Et oui, nous parlons de l'enseignement et des ENIEJ. Que se passe-t-il pour que ces écoles se trouvent être abandonnées par les jeunes et les pouvoirs publics? Quelles sont donc les priorités du gouvernement si la pupille de la nation ne peut pas bénéficier d'un encadrement de qualité? Pourquoi toutes ces écoles sans enseignants? Pourquoi est-ce que tous ces instituteurs qualifiés sont-ils au chômage? Parce qu'il n'y a pas de recrutement. Ne serait-il pas temps pour l'État camerounais de fermer certaines écoles normales d'instituteurs de l'enseignement général si l'on s'en tient aux statistiques qui montrent que les jeunes sont aujourd'hui de moins en moins attirés par les écoles nationales d'instituteurs? Qu'est-ce qui explique le non-recrutement des enseignants après leur formation? Comment comprendre le fait que les zones d'éducation prioritaires retenues continuent de souffrir du manque de maîtres? Comment comprendre le fait que la formation est devenue du mercantilisme, de la corruption, du harcèlement des élèves maîtres ou maîtresses? Comment comprendre le fait qu'on dise en haut lieu que l'État manque de moyens financiers pendant qu'on octroie 400 millions de francs CFA à une fille pour battre campagne? 400 millions de francs CFA à des organismes pour lutter contre X ou Y. Qu'on prenne tout l'argent du Cameroun pour des détournements, des projets sans fin, des chantiers qui n'aboutissent jamais, qu'on surendette le Cameroun dans des secteurs qui n'ont pas d'importance, laissant la formation des pupilles de la jeunesse. Qu'on affrète un avion à une braqueuse des caisses de l'État pour aller elle aussi en campagne. Qu'on organise des commémorations, on invite les présidents étrangers au Cameroun, elle aussi en campagne. Qu'on organise des commémorations, on invite les présidents étrangers au Cameroun. Voilà, on dit que l'État n'a pas de l'argent, des moyens financiers, pendant qu'on organise la présentation des vœux à hauteur de milliards de francs CFA. Oui, des messes basses de remerciements, des messes écuméniques. Ça s'organise, on dit l'État n'a pas d'argent. On abandonne les instituteurs. On abandonne la formation. Allez voir. Oui, allez voir. Les Nièges de Kumba. Et revenez me parler encore. Malheureusement, il faut le dire, malheureusement, on souffre. Comment comprendre le fait qu'on dise que l'État ne manque de moyens financiers? On invite les présidents étrangers au Cameroun à coups de milliards. Des gens détournent des milliards pour aller les mettre dans les banques européennes. Malheureusement, après leur mort, les banques européennes gèlent ces sommes. Quand on fait de l'argent récupéré de l'opération Épervier pour abandonner ces pauvres instituteurs, comment comprendre le fait que les ENIEJ, dont les missions principales sont celles de la formation initiale des futurs enseignants et la formation continue des formateurs, maîtres et maîtresses d'application, directeurs et directrices des écoles d'application, professeurs des écoles normales, ne bénéficient pas d'un encadrement particulier et d'une dynamique formatrice à la hauteur de ses missions et des attentes de sa clientèle? Comment comprendre le fait que le gros des contingents formés est pour la plupart jeté en pâture aux fondateurs d'écoles privées pour des salaires tournant autour de 20 000 francs CFA par mois, payables au maximum 8 mois l'an? Quel est donc le rôle, mieux les objectifs des écoles normales d'instituteurs de l'enseignement général, créées et ouvertes dans tous les départements, et ceux de l'enseignement privé? Comment comprendre que sur 1510 places ouvertes dans les écoles normales d'instituteurs de l'enseignement général de Bouda, Bafang, Banjoun, Baham, Barante, Fumban, Tchang et Bafoussam, seuls 500 enfants, Banjoun, Baham, Barante, Fumban, Tchang et Bafoussam, seuls 565 candidats se sont inscrits. Voilà, qui est un sujet important qu'on évoque ce matin, celui concernant l'éducation de base au Cameroun. Comment le Cameroun a-t-il réussi à paupériser autant cette fonction de l'enseignant, de l'instituteur, alors qu'on sait que l'autorité de notre maître d'école reste on va dire, reste une base pour qu'on puisse évidemment avoir
une formation, une éducation de qualité, une instruction aussi de qualité, mais sauf que d'année en année, on a cette chute libre observée dans ce milieu au Cameroun. Il faut voir combien ils sont souvent payés et voir aussi comment les dossiers d'intégration continuent à être bloqués au ministère de l'éducation de base là-bas à Yaoundé sous la houlette de Youssouf Adjidja. C'est bien sûr Madame le ministre là-bas à Yaoundé. Donc on va parler de cela ce matin et surtout le dire. Moro Bengan, pourquoi nous avons au Cameroun ce problème lié aux instituteurs et pourtant c'est le premier palier de formation de chaque individu, quel qu'il soit. Veut dire qu'on soit président de la République, qu'on soit général d'armée, qu'on soit ministre, on est un jour passé par l'école primaire et maternelle. Nous y sommes arrivés parce que les pouvoirs publics actuels ont politisé l'école. Vous vous souvenez sûrement de ce discours du chef de l'État en 91 où il disait l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. C'est vrai, mais sauf que dans la pratique, il a plutôt fait ce que le premier ministre de l'époque avait dit, politique Nandjangi, c'est-à-dire il faut récompenser ceux qui ont contribué aux victoires. Politique Nandjangi, c'est-à-dire il faut récompenser ceux qui ont contribué aux victoires du président de la République. Ça s'est matérialisé et vous avez entendu ce discours la semaine dernière par le fait que lorsqu'on crée le ministère de l'Éducation de base, sur le plan officiellement, on vous dit oui parce que les enseignants sortis de l'INIEJ n'avaient pas, je veux dire, les progressions au niveau des nominations étaient limitées aux inspecteurs. Aux inspecteurs parce qu'à l'époque, il existait des délégations provinciales de l'éducation. Donc, c'était tout à fait difficile et même compliqué de prendre un instituteur et le nommer délégué, soit départemental de l'éducation ou même provincial, ainsi de suite. On a dit que non, ça permettait à ces enseignants de cet ordre-là d'aller jusqu'au haut de l'échelle, à être inspecteur pédagogique national, être sous-directeur de ci ou de ça. Parce qu'au niveau de la hiérarchie des formes, ça devenait compliqué qu'un enseignant sorti de l'école normale supérieure, avec son ancienneté, avec tout, catégorie A2, ainsi de suite, était pour celui qui avait une catégorie plus bas ne pouvait pas aller le gérer. Donc, on a politisé cela en se limitant aux récompenses. C'est-à-dire que ces sorties de l'INIEJ pouvaient commencer instituteur, directeur d'école, inspecteur, jusqu'à gravir, voilà, et gravir tous les échelons jusqu'à un niveau. On a resté. Et c'est là où on a donc oublié, le faisant, on a oublié le reste. Le reste, c'était quoi? Il a parlé tout à l'heure des zones d'éducation prioritaires. Dans ce pays, il y avait, je pense, 3 certificats d'études primaires élémentaires. Il y avait le Grand Nord avec son CEP, l'Est et le reste du pays. Et à un moment, on a donc voulu harmoniser le CEP, l'Est et le reste du pays. Et à un moment, on a donc voulu harmoniser le CEP, était devenu national. Et à un moment, on a libéralisé, c'était devenu provincial ou régional, si vous voulez, pour qu'on se comprenne. Mais ça s'accompagnait également. Au même moment, on essayait de voir de ce qu'on appelle les écoles primaires et les écoles maternelles d'application. Avec, à l'école publique, il y avait ce qu'on appelle les cours préparatoires spéciaux. Donc, un enfant qu'on détecte brillant à partir de la maternelle, il n'avait pas l'obligation de faire la CIL, il va au cours préparatoire spécial. Donc, c'était tout un canevas qui était bien encadré et bien calibré. D'accord. À un moment donné, donc, tout s'arrête et ça se désorganise de telle manière que... Bon, à partir de quel moment l'INIEJ, qui est à partir une école... de 1994, si vous voulez bien les dates, c'est-à-dire qu'au moment... devient aussi peu fréquentable, devient aussi peu attractive. Au moment où on coupe les salaires des fonctionnaires. Et tout ça se désorganise au même moment. C'est-à-dire qu'on ne tient plus compte de cette carte scolaire dont parlait le chef de l'État à la fin de l'année, que la carte scolaire ou la carte sanitaire, on ne tient plus compte de cela. Chacun se met à la recherche de la pitance quotidienne. Je vais manger quoi? Les enfants auront quoi? Donc le salaire est coupé et tout est désorganisé au même moment. Il n'y a pas eu
ce que promettait le ministère des Finances de l'époque. Il faut citer les noms. Ntimi, le ministre de Ntimi, il disait il y aura les effets mécaniques de la dévaluation. Les effets mécaniques, c'était la baisse des salaires. Oui, des enseignants. C'était Antoine Ntimi, oui. Ils étaient plutôt ça, des enseignants et tous les fonctionnaires. Mais puisqu'on est au niveau de l'éducation, c'est pour ça qu'on voit l'éducation de base, le processus. L'éducation de base, le processus. Et là donc, au niveau des ingénieurs, ça commence que d'abord les salaires ont coupé, on ne recrute plus. On ne recrute plus. Or, il y en avait qui allaient déjà à la retraite. Or, il y avait... On ne recrute plus. Or, il y en avait qui allaient déjà à la retraite. Or, il y avait également dans des zones de village ce qu'on appelait les maîtres bénévoles. Maintenant, le directeur, lui, va à la retraite et tout, parce que dessus, il va chercher les salaires. Vous voyez donc qu'il y a des zones où il n'y a presque plus d'enseignants du primaire. Parce que les retraités, ceux qui sont là, doivent parcourir tout pour aller suivre le dossier, pour aller faire des champs, pour essayer de manger. Et on commence donc à quitter les ENIEJ. Même ceux qui ont fait des concours, pensant quand même que le recrutement peut être là, on est là, c'est-à-dire que leur intégration dans la fonction publique est devenue un problème. Voilà, n'a plus été automatique. N'a plus été automatique. Comme par le passé. C'est ça, et les écoles ont commencé à naître partout, et même les vocables de maître des parents. Donc le maître bénévole qui était recruté, même au village, était encadré parce que, comme vous avez dit, c'est le maître. Oui. C'est le maître. À peine même, je veux dire, les élèves ne savaient même pas qu'il était maître bénévole. On pouvait seulement prendre, c'est que c'est un maître. Voilà, parce qu'on le reconnaissait à sa chicotte, on le reconnaissait à sa rigueur. Non, mais à sa rigueur, le reconnaissait également c'est le maître. Oui, parce qu'il avait une figure autoritaire, une figure tutélaire sur le jeune garçon que j'ai été à l'époque, qui voyait son maître, comme on dit le maître, le thème instituteur n'était pas assez consacré. Non, c'est le maître. Parce qu'on voyait un maître. La maîtresse a dit que voilà, tout le monde dit disciples. Quand la maîtresse a dit, même à la maison, papa veut dire non, ma maîtresse a dit que. Voilà. Ma maîtresse a dit que. Donc là, le salaire n'y va, les conditions de vie deviennent déplorables, on ne les recrute plus. Maintenant, quand arrive hier les lois de 2004 sur la décentralisation et même le décret de 2008 portant, comment on appelle ça, décret d'application 2008, rien du tout. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, on n'a plus laissé aux communes de gérer l'éducation de base. Non, je veux dire, on vous dit transfert des compétences et des ressources alors qu'il faut transférer le pouvoir, non? Quelles ressources? On vous dit, oui, prenez le paquet minimum, c'est des ressources alors qu'il faut transférer le pouvoir, non? Quelles ressources? On vous dit, oui, prenez le paquet minimum, on vous envoie 2 boîtes de craie, un crayon à billes bleu, un crayon à billes rouge. Et tout, vous avez une école à cycle complet, vous faites comment? Voilà. Et les enfants qu'on a envoyés là, ils sont en train de faire les marches, les sittings à Yaoundé pour leur intégration. Ceux qui sont sortis, comme disait Charles Abel, les ENIEJ au niveau des départements, ils sont en train de suivre leur dossier à Yaoundé. Ils ne montent plus. Voilà, surtout que même les avancements sont bloqués. Permettez l'expression, on a tué l'école. Parce qu'il y en a qui parlent avec ça a été dégradé, ça n'a pas été dégradé, ça a été tué. Voilà. Il faut maintenant ressusciter l'école. Alors, Charles Hamel, les ENIEJ qui forment nos instituteurs, donc ont commencé à ne plus jouer leur rôle, comme on pourrait le dire, parce que effectivement, une fois sortis de ces écoles autrefois prestigieuses, on est jeté en pâture, on est abandonné. Lorsque vous voyez ceux qui sont aujourd'hui dans le privé, dans ce qu'on pourrait appeler les écoles privées, eux-mêmes ne sont pas considérés et même souvent, ils sont regardés en chien de faïence par les parents qui estiment qu'ils profitent des goûters des enfants. Vous voyez, on a rendu le maître à un mendiant. Alors, M. Fopoussi, je salue déjà tous les instituteurs qui nous regardent en ce moment. Savez-vous que les ENIEJ sont encore régis par le décret présidentiel de 1980, obsolète aujourd'hui, relatif aux écoles normales d'instituteurs et d'instituteurs adjoints, ENI-ENIA, et aux écoles normales d'instituteurs et adjoints de l'enseignement technique. Savez-vous que les ENIEJ ou le décret organique qui régit les écoles normales d'instituteurs date de 1982. D'après ce décret, il était précisé que tous ceux qui sortaient de ces écoles étaient d'office des fonctionnaires de l'État du Cameroun. Comment peut-on former des fonctionnaires, des individus qui savent que des fonctionnaires de l'État du Cameroun? Comment peut-on former des fonctionnaires, des individus qui savent que dès que je sors de l'école, je suis fonctionnaire
Il sort de l'école, il fait tout pour entrer. Lorsqu'il sort, il n'est pas recruté. Première question, allez changer, allez amender ce décret parce qu'il est déjà obsolète. Ce n'est plus ce qui est dit, qui est fait. Je vous complète ça. Si vous entrez à l'ENIES avec niveau bac, vous savez que vous sortez catégorie B2. Donc, Et ils sont de catégorie B1. B1. Voilà, jusqu'à présent, ils sont catégorie Vous B1. entrez niveau BPC, vous avez cette catégorie, ainsi de suite. Alors, il faut dire que c'est sous la pression des bailleurs de fonds qui exigeaient la réduction des effectifs de la fonction publique qu'ils trouvaient pléthorique qu'on a fermé certaines écoles. Or, aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 000 fonctionnaires fictifs. Est-ce que ça a résolu le problème? Allons donc chercher les bonnes réponses. Aujourd'hui, les ENIES sont devenus les repères des femmes mariées qui ont tout tenté dans leur vie, qui ont fait trop de maternité, qui ont pratiquement tout échoué, et dont les maris se battent à aller payer la formation pour qu'elles deviennent des institutrices. Sont-elles dans des institutrices ou sont-ils des instituteurs par vocation? Telle est la question. Dans la police, vous avez plein d'instituteurs qui ont été formés dans les ENIES. Plein de sauveteurs qui sont au marché, qui ont été formés dans les ENIES. Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Rien que de la poudre de perlimpinpin. De perlimpinpin, comme vous dites. Et il y a également dans ce cadre-là des écoles privées qui sont nées florazées pour donc former des instituteurs. Parce que, on va le dire clairement, l'Église catholique, par exemple, a mis en place aussi des écoles pour former les instituteurs. Mais il faut également dire que même là-bas, c'est pas terrible, hein, il faut le dire, parce que on a tout récemment eu cette grogne des instituteurs de l'enseignement confessionnel primaire qui se plaignaient de ce que ils avaient des salaires de catéchistes, bien qu'ils soient également des catéchistes. Donc on est dans un contexte où des personnes qui sont chargées de nous faire des catéchistes, donc on est dans un contexte où des personnes qui sont chargées de nous faire, nous aider à élever nos enfants, à les instruire, sont ainsi jetés en pâture. Et comme Charles Hamel l'a si bien dit, parce que aujourd'hui, on a un problème d'insuffisance, surtout au niveau de la qualité, de la quantité. Mais regardez même dans quel environnement, justement, on forme ces différentes personnes. Le fait est peut-être anodin, mais aujourd'hui, Éric Fopoussi, le problème est le problème est à la racine. Le mal est très fort, très profond. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'heure des revendications, à l'heure de l'intégration et autres. Parce qu'on ne se bouscule même plus pour ces différents concours. Oui, la preuve. Et comme Chalamel l'a dit, ceux qui ont la vocation pour enseigner ne se bousculent plus à cause justement de ces problèmes qu'on a délimités ici. Maintenant, quelles sont ces personnes qu'on retrouve justement au sein de ces différents ENIES? Chalamel les a décrits. Et puis ça pose donc un problème de qualité d'enseignement maintenant aujourd'hui et de priorité. Est-ce que véritablement ceux qui nous dirigent ont même ciblé les véritables zones de priorité ou les véritables priorités au Cameroun en termes d'éducation? Je crois que oui, mais on fait tout simplement semblant de ne pas voir que le problème il est là et qu'il est très profond. Aujourd'hui, on ne rêve plus. L'instituteur est bafoué, alors qu'avant les années 90, on respectait l'instituteur. Et puis après, maintenant, lorsqu'on est revenu, on essaye même de quantifier, même en termes, d'infrastructures, des écoles publiques et autres. On a essayé de faire l'état des lieux ici, sur ce plateau. C'est que vous avez un mètre pour combien d'élèves? Et justement, et ces élèves, justement, sont dans quelles conditions pour recevoir ce type de... D'accord, ok. Un mot également avec tendance sur... C'est une question. Le maître d'école. Une question, oui. C'est une question, et je vais poser quand même Bonbon. Bonbon, tu sais que c'est toi qui me réponds à moi souvent quand je suis dépassé. Je veux savoir, un enseignant sorti de l'école normale qui veut enseigner dans Chilongomna, un enseignant sorti de l'école normale qui veut enseigner dans Chilongomna, il peut toucher combien? Que ce soit privé, que ce soit public, l'établissement public. C'est pas des catégories. Non. Il peut toucher. Non, je veux connaître le salaire d'un enseignant sorti de l'école primaire. Quand il va enseigner à l'école. Solde de base, quand vous êtes entré avec le bac, vous faites un an à l'ENIES, catégorie B1, solde de base, je pense que c'est 90 000. 90 000, on commence par 90 000. Si vous êtes entré avec le BPC, je pense que c'est dans les 80 000, 82 000. Oui, 80 000. Et puis il y a également des choses qui rentrent. Maintenant, tous les 2 ans, on doit vous augmenter quelque chose. Donc les avancements, tous les 2 ans. Avancements qui si quelqu'un est entré avec la licence,
Non, non, Là, non, c'est l'école, non, il enseigne à lycée. Très bien. Merci beaucoup sur ce plateau. On va prendre une pause. Mais avant, je rappelle que le budget 2018 du ministère de l'Éducation de base s'élève à 218 milliards de francs CFA. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment l'argent sera géré là-bas. Madame, monsieur, on revient dans un court instant sur Equinox Télévision. La deuxième partie de ce programme de l'émission 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision pour ceux qui nous rejoignent à l'instant et qui prennent peut-être du plaisir à nous regarder. Mais écoutez, vous avez les différentes plateformes qui vous permettent d'interagir avec nous et de participer et faire de la télévision sur Equinox avec nous. Également tout le plateau qui est ainsi réuni en union d'esprit pour vous accompagner ce matin. Rappelons évidemment que nous allons rendre dans un court instant quelques messages qu'on a reçu, on va en sélectionner, je pense, 6 ou 5. Rappelons évidemment que nous allons rendre dans un court instant quelques messages qu'on a reçus, on va en sélectionner, je pense, 6 ou 7, Florazé, et voir ce que ça donne comme réaction ce matin sur le plateau. Oui, on a Razak à Kaélé. Oui. On salue toute la population de Kaélé à l'écoute de ce programme. C'est déplorable pour notre pays en question pour ce problème de formation. Lorsque tu es formé, il faut attendre exactement 10 ans pour être intégré. On va où avec cette situation? Et puis une autre réaction de Bonabéré, Charlie Aimé qui réagit. Ce sujet est vraiment passionnant et en même temps très édifiant. Cet homme montre par cette réaction qu'il est impulsif, mais n'a pas du tout confiance à sa femme. Il a mal abordé sa femme. Il a également manqué de tact après l'entretien avec la voisine. Donc si j'étais à sa place, c'est Charlie qui le dit, si j'étais à sa place, j'aurais gardé cette information pour moi. Et voir même Et comment elle attendre, va se comporter. voilà, cesser de traumatiser la femme, cesser de la rendre responsable de nos manquements. Voilà. C'est un homme qui parle pour tous les hommes. Une autre réaction ce matin, une femme qui parvient à cacher ses revenus. Parce que les gens sont très intéressés par faire preuve de malhonnêteté puisqu'elle est censée informer son mari, qui est donc le chef de la famille, c'est Constantin Wafo, qui réagit. Vous le faites de grands commentaires aussi à la suite de celui-ci? Non, mais je n'ai pas fait de commentaire. Le précédent, vous Non, avez dit? Non, je voulais juste situer. Alors, bon, ma soeur a fait les Nièges, voilà, ma soeur a fait les Nièges et je payais sa pension à 5 000 francs CFA par an pendant 3 ans. Et après sa sortie, on ne fait que... elle reçoit 25 à 35 000 partout où elle dépose ses dossiers. C'est vraiment la frousse. C'est Camille Arsène qui réagit à Mélène. C'est consternant. Non, le problème, si, comme il dit, c'est qu'elle devait être intégrée automatiquement. Jusqu'après sa formation. Et recevoir son argent. Voilà. Intégrée automatiquement jusqu'après sa formation. Et recevoir son argent, Voilà. quand même un argent assez considérable pour pouvoir vivre. Parce que quand je regarde 25-35 000, comment on fait pour payer son loyer? Monsieur Comment on fait pour se gérer est-ce que la vous famille? savez que les enseignants ne sont plus recyclés? Voilà, par exemple. Les enseignants, ça, les instituteurs ne sont plus recyclés. Mais puisqu'on ne les recrute même pas, ceux qui sont à la retraite vont à la retraite. C'est ça que je dis, même le recyclage, c'est annulé. Pourtant, c'est automatique. Oui. Tout à fait. On les forme pour enseigner, pas plus pour encadrer l'enfant, mais pour enseigner. Or, leur formation avait formation et encadrement de l'enfant. Oui. Notamment, il y a eu 2 systèmes. Ils ont commencé, quand vous avez parlé tout à l'heure des écoles que les catholiques formaient, c'est des protestants qui avaient commencé ça, avec l'école Camille Chazot de Foulassi. Ils ont formé, on appelait à l'époque les moniteurs. Ils ont continué les formations. Maintenant, au niveau du public, il y avait les inspecteurs venaient. On vous dit la méthode syllabique. B, A, ba, B, A, ba, B, A, ba. Après, ils sont venus à la méthode générale. On vous dit, Tamo va à l'école. L'enfant n'était pas obligé de citer les syllabes. Bon, il connaît Tamo va à l'école. Montre Tamo, il ne sait pas. Donc, c'est ce que Charles Hamel disait. Donc, à chaque étape, quand on vient avec une méthode générale, on recycle, on revoit. Pourquoi on est quitté de cette méthode générale pour revenir à la méthode syllabique? On devrait les réformer et chaque fois où aujourd'hui, avec l'informatique, on devait c'est ça qui n'existe. Il y avait un module qu'ils appelaient formation pour mener des débats et des discussions pédagogiques et didactiques. C'est ce qu'ils se battent à faire le 5 octobre, hein, je crois bien. Non. À la journée de l'enseignant. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout cela, on rit, mais ça a une conséquence fâcheuse sur notre vivre ensemble. Non, on ne rit pas, on pleure. Parce qu'effectivement, vous voyez
voyez des gamins qui vont à l'école primaire et qui ne savent ni lire ni écrire de plus en plus. Et même quand ils écrivent, c'est avec un français, je veux dire, catastrophique. Et vous vous rendez compte, mais comment c'est possible? Quand ils écrivent, c'est avec un français, je veux dire, catastrophique. Et vous vous rendez compte, mais comment c'est possible? Et pourtant, je me rappelle quand j'étais, je pense que c'était au CP ou au CE1. Alors, on m'a dit, monsieur, vous ferez tout pour maîtriser 5000 mots. Il y avait comment dire ça, des objectifs à atteindre. Il y avait les Becherel, voilà, des Becherel. Voilà. Les leçons de morale tous les lundis. La seule chose que je veux dire, peut-être avant que vous ne poursuivez, c'est regarder les observations qui sont désormais portées sur les feuillets des enfants. C'est ce qu'on appelle le livret scolaire. Vous allez voir, il n'y a pas de, il n'y a pas ça. Il y a bien. Or, à une certaine époque, on dit peut mieux faire, a des difficultés, doit travailler sur les méthodes de l'évaluer, l'apprenant. Charles, j'ai encore un autre coup de gueule. J'ai un coup de gueule, ce n'est pas un coup de cœur. Oui. Les écoles où on te dit qu'on paye les coûts d'informatique. Tu payes un bonbon, ce n'est pas que tu payes pas. 5 000, c'est 5 000. Je parle de mon problème. Tu payes les coûts d'informatique à l'enfant. Mais quand tu arrives à la maison avec l'enfant, tu montres l'ordinateur, l'enfant dit que c'est la télé. Voilà. Ma fille me dit que maman, c'est la télé. Dit que c'est la télé. C'est dis que bébé, n'est-ce pas, à l'école, c'est toi qui viens me donner le papier qu'on a dit que maman, il faut payer les coûts d'informatique. Je montre l'ordinateur à l'enfant, dit que bébé, c'est quoi? Et si vous lui dites d'attraper la souris, il va enlever la main. Je dis que bébé, je dis à l'enfant que bébé, celle-là, elle est bonne. Je dis à bébé que bébé, voici, j'ai donné l'argent pour les coûts d'informatique. Je mets l'ordinateur devant moi, il dit que c'est quoi ici mon bébé à moi? La mère de qui? Elle dit que maman, c'est la télé. Vous montrez quoi aux enfants à l'école? Quand on paye les coûts d'informatique. Montrez-lui la souris. Je dis que l'enfant voit l'ordinateur, l'enfant me dit que maman, c'est la télé. Finalement, les coûts d'informatique que je paye, c'est pourquoi? Voilà. Mon argent, c'est la sueur de ma bouche. Quand il donne mes 5 francs quelque part, c'est que c'est la sueur de ma bouche. Et donc, vous voyez des enseignants sans vocation qui envahissent nos salles de classe au primaire. Je vous ai dit, c'est des femmes mariées qui ont tout tenté, qui ont échoué et par dépit se retrouvent là-bas. Et qui, au final, viennent déverser leur des femmes mariées qui ont tout tenté, qui ont échoué et par dépit se retrouvent là-bas. Et qui, au final, viennent déverser leur aigreur, leur souffrance, leur frustration sur les enfants d'autrui. Vraiment, c'est grave ce qui se passe. Je pense que c'est un message qu'on envoie à Yaoundé. Et si en plus elles ont dans les congés de maternité, oui, c'est encore plus grave puisqu'elles abandonnent les salles de classe d'ailleurs. Vous savez, c'est là-bas que l'absentéisme est le plus fort. Moi, j'aurais pensé au Cameroun. Hein. J'aurais pensé, avec votre permission, qu'on devait plutôt mettre une pression considérable sur les fondateurs d'établissements, ceux qui gèrent l'enseignement privé. Vous ne pouvez pas demander par tête d'enfant 142 000, par tête d'enfant 105 000, par tête d'enfant 200 000, et vous donnez à l'instituteur qui encadre 25 000 ou 35 000 le mois. Quand même. Vraiment, soyez des humanistes quand même. C'est pas possible. Quand même. Oublié les chauffeurs. Il y a des moments où les enfants arrivent à l'école en retard parce que le chauffeur a boudé. Voilà. Quand tu appelles le chauffeur, il te dit que ouais, maman, tu connais ma situation. On ne m'a pas encore vu. Je veux bien porter les enfants, mais on ne m'a rien donné. À moins que tu veux que je vienne chercher les enfants, on prend la moto. Alors que tu payes le bus à la fin pour moi. Voilà. Vous êtes bien gentil sur ce plateau à évoquer ces sujets-là parce que ça touche tous les parents qui nous regardent ce matin et qui d'ailleurs vivent cette situation au quotidien sans y rater un seul iota. On va continuer avec la revue des réseaux sociaux avec vous, Florazé. C'est une partie importante de ce programme. Enfin quoi, c'est un lapsus. Attention. J'ai compris. Lapsus linguae. Allez-y. Oui, merci Eric Fopoussi. 3 informations pour notre revue des réseaux sociaux. Et vous savez, le sport, le football a toujours alimenté, déchaîné les passions. Donc on rappelle que pour cette journée, déjà depuis une semaine, le Premier ministre a donc opère une sorte de visite d'infrastructure pour vérifier si tous les travaux vont de bon train. Et ça va continuer pour cette journée. Mais on a également quelques images aussi. Travaux vont de bon train. Et ça va continuer pour cette journée. Mais on a également quelques images aussi, si vous voulez, des images pour vous permettre de réaliser l'état des lieux aussi du stade Omnisport. On regarde ensemble. Et sur la toile, tout le monde commente. On rappelle que ces images également font le tour de la toile. Vous savez, les cœurs battent quand même, hein, parce qu'on est déjà... le temps passe tellement vite qu'on se demande bien si pour cette année, pour l'année 2019, tout sera fin prêt
pour pouvoir accueillir nos hôtes, pour pouvoir accueillir cette Coupe d'Afrique des nations. Donc, on est donc là justement et on espère bien justement qu'après cette descente, avoir justement un rapport justement du Premier ministre pour nous donner des réelles informations, pour nous dire à nous Camerounais si réellement, parce qu'on s'interroge sur la toile, si réellement on pourra donc avoir toutes ces infrastructures livrées d'après les délais qui ont été donc fixés pour accueillir justement la CAN 2019, Eric Fopoussi. Alors, un bémol dans cette histoire, c'est que le Premier ministre a refusé les journalistes dans sa délégation pour visiter. Oui, il fallait. Non, il a raison. Même moi à sa place. Oui, c'est tout à fait normal. Non, mais attention, C'est une tout à fait- violation flagrante du droit à Les l'information, journalistes vont mettre en œuvre la règle des 3B. Bavarder, Ensuite, bavarder et bavarder. Vaut mieux rester. Même moi à sa place, j'aurais fait. Non, monsieur Fopoussi, de manière plus sérieuse, Elle est tombée dans son propre. c'est dans un an. Ce sera dans un an, jour pour jour. La dernière mission de la CAF va donner son rapport final en mars 2018. oui, tout à fait. Voilà, en mars 2019, pour la compétition qui commence en juin. Donc ils auront 3 mois avant. Il faudrait qu'on sache si tout est prêt. D'accord. Donc en mars 2019, le Premier ministre a donc, Très bien. même moi à sa place, je n'aurais pas appelé les journalistes. Tout est prêt. D'accord. Donc en mars 2019, le Premier ministre a donc, Très bien. même moi à sa place, je n'aurais pas appelé les journalistes. Voilà. Il va envoyer le rapport au président de la République et Et pas à pour la dire que CAF. tout se passe bien. Alors, Alors, maintenant, moi, il y a un enjeu de taille qui va arriver dans 3 mois. Notamment à Douala, avec le stade de Japoma que j'ai vu. Et les pluies, moi, je souhaite que les pluies accélèrent. Donc, je vais nous voir. Avec les pluies de Douala, il y aura non seulement les inondations de M. Kaede et tout ça, le délégué de gouvernement devrait voir. Donc, moi, c'est le souhait. Donc, bon, je voulais faire un aveu ce matin sur... donc tu ne veux pas qu'il pleuve. Non, je veux faire un aveu ce matin. Alors, j'ai toujours été contre cette CAN en 2019, mais je pense que depuis dimanche dernier, j'ai changé Vous avez d'avis. changé d'avis. Oui. Voilà. Merci. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Merci, Eric Voilà. Fopoussi. Oui, Ah, Bon mais là- patriote. non, mais je vous dis, j'ai Non, changé mais d'avis. au vu de ces images, vous avez l'impression que ça va aller? Non, ce n'est pas... Maintenant, je peux prier Ça peut aller. pour que ça aille. Je Ça peux, va même je aller. peux mettre en Il faut en alors action prier qu'il ne pleuve ma pas. spiritualité, en ma spiritualité pour que ça marche. Voilà, Ouais. priez donc Parce qu'il que ne pleuve pas. vous savez, on peut être contre la gouvernance, contre la corruption, contre tout ce qui est fait par le gouvernement camerounais, mais il y a aussi ces jeunes gamins, ces garçons que j'ai vus ce dimanche dans un stade à Limbé. Je crois que j'étais à Limbé ce dimanche. J'ai regardé un match de football du championnat camerounais et j'ai vu des gens jouer avec une telle passion, Passion, ouais. des gens prendre du plaisir à le faire. Je me suis dit que là, c'est important qu'on fasse cette CAN pour au moins, d'ailleurs, continuer, même si c'est un semblant de travaux, améliorer un peu les infrastructures sportives du Cameroun. Parce que quand vous voyez le stade Centenary Stadium de Limbé, c'était un stade, je me souviens à l'époque, j'étais allé, c'était un stade abandonné. Mais ce qu'on voit là-bas, c'est quand même intéressant. Moi, j'ai vu un stade qui est... oui, Je tendance. te coupe pour Limbé. Oui. On dit qu'il y a quelqu'un qui a vu. Moi, j'ai vu un stade qui est... oui, Je tendance. te coupe pour Limbé. Oui. On dit qu'il y a quelqu'un qui a vu le chat tigre dans sa chambre. Je ne manque pas, si vous voulez. On Ouais, dit qu'il y a. c'était à Limbé ou c'était à Bamenda? On dit qu'il y a À Limbé, oui. à Limbé, Oui, maman, oui, que le oui, week-end, oui. c'est quelqu'un a vu le chat tigre dans sa chambre, un entraîneur. Ou c'est un entraîneur, c'est un coach. Oui, c'est un entraîneur de football, oui. Le chat tigre fait quoi dans la chambre Demandons à d'hôtel? Bombok. Bon, Bon, un chat Bon, tigre. peut-être Bombok je à la n'ai pas de chat signification. Bon. À la signification. bref, Non, alors, Limbé me fait de la peur. D'accord. Même la peur du foot me fait peur. Non, et monsieur Alors. Fopoussi dit qu'il va prier. Il faut prier pour qu'il ne pleuve pas pendant la saison des pluies. Oui. Donc, devant bon, en tout cas, nous mettrons en Voilà. place nos énergies spirituelles pour Et que ça pour se qu'il ne passe. pleuve Alors, pas. lorsque vous voyez le gazon, les lieux, vous pensez qu'on va mettre le gazon quand? Il faudra 8 mois pour que ce gazon puisse prendre corps et puisse donner quelque chose pour évaluation. Vous pensez qu'on va installer les gradins On à a quel des moment? on est- Il on va- a voilà des ce que vous voyez. ingénieurs, Il on va a des prier. Ah, on a ingénieurs. des ingénieurs. On a des Merci. ingénieurs. Il va prier.
Oui. Oui, Nous avec la nous prière, reverrons dans 6 mois encore. Alors, je me non. joins à Foupoussi, on va prier. Tendance. Non, Bien, non, moi, attention. marié. Alors, J'ai venu qu'avec l'arbre de paix. alors Charles Hamel, on va rester sur cette visite quand même de Philémon Yang. Vous ne pensez pas que ça peut contribuer à booster le moral des troupes? Parce qu'il y a quand même un discours défaitiste, un discours pessimiste qui pèse sur cette canne. Il est important aussi que les forces vives de la nation puissent se coaliser pour arriver à ce destin commun que nous avons pour 2019. Monsieur Eric Foupoussi, Oui. premier constat d'échec. Je vous dis, c'est un constat d'échec. Ça fait 5 ans. C'est depuis 5 ans. Oui, qu'on est au On courant, oui. est au courant que nous organisons. Il y a une mission d'inventaire, d'inspection. Il y a une mission pour inventorier les espaces. Il y a une mission qui est descendue pour négocier. Il y a une mission, il fallait casser, il fallait relancer. Ça devait démarrer depuis. Aujourd'hui, nous sommes à quelques heures. C'est cela le principe qu'on doit tuer au Cameroun, le principe de la dernière minute. Où vous dites, je vais vous recevoir à 14 heures. Le principe qu'on doit tuer au Cameroun, le principe de la dernière minute. Où vous dites, je vais vous recevoir à 14 h ou je te reçois à 17 h, vous attendez 17 h 40 ou 16 h 45 pour être présent. Non. Pour vous lever. C'est pas normal. C'est ça le principe des Camerounais, principe de la dernière minute. Aujourd'hui que le Premier ministre se déplace, il y a eu combien de missions d'inspection seulement de la part des administratifs camerounais. Bidon Pat est descendu sur le terrain. La commission de la COCAN est descendue. X est descendu. Les inspecteurs sont descendus. Sans oublier les migrants des gouverneurs. Des gouverneurs, voilà. Gouverneur de région, Chaque gouverneur est chef, descendu. voilà. Vous voulez dire que tous ces rapports sont faits pour que le Premier ministre lui-même descende encore sur le terrain? Mais c'est important, c'est le chef du gouvernement. C'est de l'argent qu'on dépense. Il arrive inutilement. là après l'étape de Garoua. Je veux dire, c'est un cahier de charge qu'il suit. Il signe une directrice. À Garoua, c'est Il comment? Vous avez vu la réalité du stade de Garoua? Pourquoi est-ce qu'il empêche les journalistes? Il n'y a rien à cacher. Non, bon, là, sur ce Je point- vous rappelle que les la drones, règle des trois je vous rappelle que les drones existent. Oui. Et ne soyez pas surpris que les journalistes qu'il a refusés à terre soient dans les airs. D'accord. Alors, Florazé également va dire un mot sur cette visite Oui, vous avez parlé de du dynamisme. Premier ministre sur le terrain aujourd'hui à Douala. Oui, vous avez parlé de dynamisme, je suis d'accord avec vous. Je crois que ça peut propulser et ça peut apporter quelque chose de... Booster le moral des troupes. De bien, oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai que si on avait eu ce type d'engouement pratiquement dans tous les chantiers qu'on a au Cameroun, c'est-à-dire mettre la pression, vérifier, sanctionner, je crois qu'on ne serait pas là. Chalamé a évoqué 5 ans, oui. C'est vrai que si au départ, on avait pris les choses de façon très sérieuse, laisser un peu les trucs de commission et autres de l'argent qui se baladent un peu partout, si on avait pris les choses vraiment au sérieux, si on avait concentré c'est-à-dire une énergie positive autour justement de cette canne, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais je reste positive. Moi, je veux que cette canne se passe au Cameroun. Et pourquoi pas? Peut-être qu'on pourra même rafler le trophée pour cette année, pour l'année 2019. Avec quoi? Non, mais Attendez, c'est mon Alexandre vœu, c'est mon Belinga, il vœu. travaille. En Non, tout cas, ça veut dire que les Turcs ne vont plus provoquer l'arrêt des travaux. Donc les C'est mon employés vœu. camerounais dire que les Turcs ne vont plus provoquer l'arrêt des travaux. Donc les C'est mon employés vœu. camerounais auront leur salaire régulier. Ah, merci de m'avoir D'accord. soulevé ça. Il n'y aura plus de grève. Très bien. Alors, je le dis parce qu'il y a quand même, je le dis, il y a un vent mauvais là qui passe et moi ça me gêne. Tout récemment, il y a eu le tour cycliste qui a été pas annulé comme on l'a dit dans la presse, qui a été reporté. Ah, c'est bon. Mais des gens ont dit c'est annulé et que le Cameroun risquait une exclusion de l'organisme international qui gère le cyclisme. Alors moi je me suis dit mais c'est quelle histoire ça? Donc c'est clair que nous Non, avons est-ce que également une mission. la date Nous avons arrêtée une pour mission. cela a été Il y en a qui retenue? manipulent aussi. Non. Il y avait une date retenue pour Pour- cela, la course n'a pas eu lieu à cette date. Oui, pour des contingences qu'on peut aujourd'hui Ah, regretter. voilà. Mais il est quand même dit que le tour a été renvoyé vers mai prochain. Donc il faut C'est rester. parce que deux Mais- personnes ne Voilà. s'entendaient pas. Voilà. On Alors- dit que parce que deux personnes ne s'entendaient pas, on a renvoyé. C'est ce que moi aussi on m'a dit. D'accord, Dans les coulisses. très bien. Oui, dans les coulisses, que deux personnes ne s'entendaient pas, on a annulé la canne. Et puis il y Mais, avait déjà deux pays. Ça n'a pas été. On Ce a qu'il faut dire, annulé ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu des conflits, des véritables conflits entre personnes, ce que vous savez. Et il y a une personne même qui a fait une sortie pour dire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Pourquoi vous voulez dire aujourd'hui que ça a été reporté? Non. Et il a dit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Par Voilà. conséquent, on ne peut pas organiser. Cela dit des choses. N'ayons pas peur de Ça a dire des été- choses. Qui revient quelques jours après dire que Mais ça a reporté été ou annulé? reporté. Reporté ou- En mai, on dit en mai Ça 2018. ça n'a pas été annulé, ça Voilà. a été reporté. Non, c'est Parce que venu les- tardif. Et les Monsieur deux autres Foupoussi. pays, non, et les Monsieur deux Foupoussi, autres pays qui sont arrivés. je pense On dit qu'il y a que- deux autres Voilà. pays qui sont arrivés. au Justement, Cameroun. puisque ceux qui devaient arriver sont On dit arrivés. qu'ils sont On arrivés. aurait reporté, on aurait On dit dit qu'ils sont à ceux qui arrivés. venaient Informés. compétir que non, Voilà. ça a été reporté, ils ne se Très seraient pas bien. engagés. D'accord. Mais très on bien. ne va pas reporter la canne. Si c'est annulé, c'est annulé.
Donc, prie pour qu'il ne pleuve pas trop. Prions. Voilà, pour que les ouvriers camerounais n'entrent pas en grève, qu'on les paye. Vous priez. Prions. On va brûler la Vous buvez du petit lait quand vous me faites des pics comme ça ce matin. Je vous donne du travail. Je vous donne du travail. Faites même. Vous buvez du petit lait quand vous me faites des pics comme ça ce matin. Je vous donne du travail. Je vous donne du travail. Faites même les jeunes. Voilà, tout à fait. On va ajouter cette précision d'un Chinois, toujours maître d'ouvrage de Stade, qui avait dit tendance que il voit à la lutte, même si à l'engouement et la panique, il aurait souhaité qu'on fasse plusieurs 6 équipes. Une équipe de minuit à 6h, 6h à 12h, 12h, à 14h, 16h, oui, service de cas. On pourra approximativement, si on le fait. Mais est-ce que vous les voyez en train de le faire? D'accord. Pour les différents stades. De toutes les façons, telles que les choses sont engagées, on va simplement rester dans une forme, dans une note optimiste pour que les choses se fassent. Et d'ailleurs que cette CAN se fasse au Cameroun depuis 1972. On est resté absent sur le terrain de l'accueil de la compétition. Donc il est important également qu'on renoue avec cette compétition en terre camerounaise au pays de Roger Mila, de tout ce que vous connaissez, de tous ces grands joueurs que vous connaissez, Théophile Abega et autres. Alors on va prendre l'autre information de cette matinée, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, la seconde information, je vous amène au Nigeria. Alors une image avec celle du juge nigérian Chile Ebo Osochi. Je prononce bien, est devenu donc le nouveau président de la Cour pénale internationale avec effet immédiat. On rappelle, c'est dimanche dernier. Il a donc été élu par ses pairs pour 3 ans. Donc le Nigérian va donc succéder, on le sait très bien, ainsi à la juge argentine Silvia Fernandez de Gourmendi. Et puis il sera également accompagné dans ses fonctions par le juge Robert Fremt de la République tchèque, également élu vice-président, le français le juge Marc Perrin de Brichambault, qui est également le 2e vice-président. Et comme vous le savez, le Nigérian justement s'est félicité justement d'être encadré par ses 2 homologues et justement de pouvoir d'achever ses fonctions dans une très belle ambiance. En tout cas, voilà donc l'information qui fait dans le buzz sur ses fonctions dans une très belle ambiance. En tout cas, voilà donc l'information qui fait dans le buzz sur la toile. Alors vraiment, vous savez quel est mon avis sur la CPI. Vous voyez, c'est un tribunal pour juger les pauvres Africains. C'est pour ça qu'on a donc pris un Africain. Et vous savez, à l'époque, lorsqu'on avait nommé la procureure Fatou Bensouda, qui remplaçait à l'époque Luis Moreno l'Argentin, on avait pensé qu'effectivement c'était une avancée, mais rien n'a changé parce qu'elle continue à être le bras armé de toutes les missions qui sont faites en Afrique. Ceux qui suivent l'actualité internationale savaient que rien n'allait changer. Justement, c'était comme l'information de la Chine hier. Ici, Ben Saouda avait dit quoi elle-même au cours d'un dîner en Centrafrique? Je ne pouvais pas faire le contraire de ce que me demandait la France qui a soutenu ma candidature pour arriver là. Et la presse a relayé. C'est-à-dire arrêter Gbagbo et tout ça, ne pas arrêter ce qu'elle n'a pas arrêté. Bensouda qui, effectivement, d'ailleurs... Elle a dit, la presse l'a importé. Et là, quand les internautes commentent et ils oublient ça, ça m'amuse. Mais ça ne devrait pas m'amuser. Moi, ça me colle plutôt. C'est-à-dire que les Africains ne veulent même pas voir les réalités qui s'offrent devant eux. On leur dit, bon, de toutes les manières, on n'arrêtera jamais le premier ministre israélien, on n'arrêtera jamais le président américain, Nicolas Sarkozy, on n'arrêtera jamais Nicolas Sarkozy. Bon, monsieur, et David Cameron également. Voilà, viens avec ta sœur Fatima, vous allez juger vos compatriotes africains et vous allez prendre les décisions qui s'imposent. Et eux aussi, ils en gaillardissent, ils s'en vont et basta. Non, vraiment, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Il faudrait qu'on commence, nous, Africains, à rejeter ce qu'il est. C'est-à-dire que les universitaires, les intellectuels, les hommes politiques, ont commencer à former, à changer de logiciel entre nous. Ben Saouda l'a dit, la France a soutenu ma candidature, qui m'a dit là, elle m'a demandé d'arrêter tel, j'ai arrêté. Et je n'arrête pas les... La France a soutenu ma candidature, qui m'a dit là, elle m'a demandé d'arrêter tel, j'ai arrêté. Et je n'arrête pas les autres. Bon, celui-ci viendra donc donner la sentence qu'on va lui demander de donner. Voilà. Et on a beau dire, elle était là-bas au Rwanda, elle a fait ci, elle a fait ça. Nous sommes là, ce que vous appelez souvent la communauté internationale qui nous impose même les droits pour la femme et tout ça et tout ça. Bon,
D'accord. Alors, Charles Hamel, est-ce que ça ne vient pas remettre au goût du jour hein, ce que un nombre d'intellectuels africains avaient à l'époque édicté comme proposition, qu'on puisse mettre en place une cour africaine qui puisse effectivement juger ceux-là qui se livrent à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, puisqu'effectivement la chasse gardée de cette institution judiciaire? Hier, vous nous avez donné un proverbe ici. Celui qui dort avec la tortue. C'est lui qui sait comment la tortue respire. Respire. Je vous renvoie ce même proverbe aujourd'hui. Oui. Regardez de la façon avec laquelle l'Union africaine est gérée. Par des Africains. Pour le bonheur de l'Afrique. Depuis, financé par l'Union européenne. Voilà. Permettez, je vais vous le dire. Financé par l'Union européenne. Voilà. Si déjà à ce niveau, ils ont échoué, vous pensez qu'on peut se projeter comment? Ça fait presque 10 ans qu'ils luttent contre la pauvreté. En Afrique. Qu'à tous les sommets, ils prennent des grosses décisions. ODD, OMD. OAD, oui. Où sommes-nous allés jusqu'ici? Oui. Prenez seulement le simple petit point. Ça veut dire que la circulation des biens et des personnes dans le système, ça se passe entre la Guinée et le Cameroun, entre le Gabon et le Cameroun, vraiment arrêtons cela. Lorsqu'on apprend, lorsque les Africains apprennent qu'on vient de nommer cet Africain, cet autre Africain nigérien, ces pays, on s'attend à ce qu'ils disent des choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je remercie ceux qui m'ont nommé, mais je suis content d'être accompagné par des vieux juges qui m'aideront. Ceux qui m'ont nommé, mais je suis content d'être accompagné par des vieux juges qui m'aideront. Voilà le discours que quelqu'un envoie par un tweet. Vous vous imaginez qu'on va où là? On s'attend à ce qu'ils prennent des mesures fortes. Je vais réparer, je vais prendre la peine de rendre justice, tout ça. Mais on s'attendait à ça, mais rien. Tout à fait. Il commence par pleurer. Je vais enquêter sur ce qui s'est passé en Libye. Voilà. Qu'est-ce qui s'est réellement passé en Libye? Voilà. C'était le mot fort, c'est le tout premier mot qu'on attendait. Mais rien, il a félicité plutôt en disant qu'il est bien encadré et il sent que le travail va bien se faire. Moi, j'aurais souhaité qu'il appela à ce qu'on libère tout de suite Laurent Gbagbo. Hein, voilà un mot. Oui. Voilà un mot fort. Oui, qu'il décide, voilà, Laurent Gbagbo, c'est un simulacre de procès, ça ne sert à rien. Voilà. Il n'a rien fait, qu'on le libère. Voilà un discours qui aurait été fort. Parfois, quand on te nomme, même quand tu es quelque part, tu oublies. On oublie. Oui, il y a des moments où les gens disent que ouais, tendance, pardon. Comme ma copine Simone Fetiné. Il y a des jours que je vais même lui faire les dédicaces sur le plateau si j'oublie. Oui, on ne peut pas se rappeler de tout. Que tu restes, tu as vraiment ça dans la tête, mais quand tu es devant les gens, tu oublies. Mais Tendance, c'est un juge international. Osuji, il a un bon nom. C'est un juge à l'international. Ça veut dire qu'il connaît les dossiers brûlants de l'heure qui sont posés sur la table. Il connaît les attentes de l'Afrique par rapport à cette cour. Il connaît les attentes, les récriminations qu'on porte à cette cour. Lorsque vous êtes appelé à une fonction comme celle-là, vos premiers mots vont déterminer l'ensemble de vos actions et votre finalité. Voilà. Et je crois que ce qu'on voit Tendance, il ne va pas nous aider. Est-ce que vous êtes dans son cœur? Voilà. Ça, vous êtes dans son cœur. Non. Quelqu'un à peine, ça me fait même combien de temps? Vous faites les conclusions. Combien de temps? Vous faites dans les conclusions. Vous ne lisez pas dans ses pensées. Vous ne savez pas ce qu'il a dans le cœur. Voilà pourquoi l'homme africain est tout pressé. Vous êtes pressé pour aller où? Laissez le temps. Il doit réfléchir, avoir ses conseillers. Les gens aussi, vous êtes pressé pour aller où? Laissez le temps. Il doit réfléchir, avoir ses conseillers. Les gens aussi qui doivent l'orienter que papa, tu oublies le sujet de telle personne, tu oublies le sujet, voici comment ça devait se passer. En plus, même la tête de quelqu'un, ce n'est pas la machine. Non, mais en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que ce monsieur, ce juge nigérian, vous savez, il n'a pas les cartes en main. C'est une marionnette qu'on a mis en avant. On vient chez vous, vous opprimer, mais on vous met un visage semblable pour mieux vous endormir. Parce que je peux vous dire que lui, il sera encore beaucoup plus fort que son prédécesseur, parce qu'effectivement, lorsqu'on est blanc, on peut essayer de dire, bon voilà, on va... Mais comme c'est lui, voilà, il va être beaucoup plus fort parce que Bensouda a été encore plus que Moreno. Donc il faut aujourd'hui qu'on se dise la vérité, c'est que cette CPI n'aide pas l'Afrique. On peut faire... C'est une institution néocoloniale. Voilà, on peut faire comme on l'a fait dans le cas Hissène Habré. Si les gens sont tellement les chantres
de ce qu'on appelle droits de l'homme et crimes contre l'humanité, qu'on fasse un peu ce qu'on a fait avec Hissène Habré à Dakar, avec la cour qui est au Sénégal. Voilà, par exemple, des mécanismes qui peuvent être mis en place. Par exemple, pour le moment, ne lui mettez pas de pourquoi ne pas faire comme la Gambie? Oui. Il y a Djamé qui a littéralement quitté cette institution. Et il y a de nombreux pays qui avaient annoncé leur sortie de la CPI. Pourquoi ne pas sortir de cette instance? Il faut sortir de cette instance. Lorsqu'on se rend compte que ça ne représente rien, il faut sortir carrément. Voilà, et j'aimerais également surtout dire que ce matin à Khartoum, il y a monsieur qui sourit beaucoup, Omar El-Béchi, parce que vous savez qu'il y a un mandat d'arrêt qui est donc lancé contre lui par cette même cour, la CPI. Donc il peut sourire ce matin parce que vous savez que les relations entre le Nigeria et le Soudan sont une très bonne relation. Donc on imagine effectivement qu'il peut sourire ce matin. Bon, c'est un point d'humour. Hein. On va apprendre l'autre information de cette matinée, Florazé. Oui, la toute dernière, Eric Fopou, c'est une vidéo que nous allons donc visionner ensemble. Nous sommes en Philippines. Eric Fopou, c'est une vidéo que nous allons donc visionner ensemble. Nous sommes en Philippines où le gouvernement de ce côté a une toute autre manière aussi de lutter contre la corruption. Donc le président de ce côté a donc décidé, c'est donc 50 milliards, détruire un véhicule de 250 millions et puis après, est-ce que ça va justement enrayer quelque chose ou alors empêcher justement la corruption? Donc, vous savez, sur la toile, ça y est dans tous les sens, mais aussi certaines personnes aussi acclament ce geste en Philippines. Très bien. Alors, Florazé, dites à vos internautes ce qu'on va dire sur ce plateau ce matin. Mais ils vous écoutent. Pour vous dire que Charles Hamel, la politique, c'est des symboles. C'est des actes forts qu'on mène et qui marquent les gens à vie. On peut déblatérer ici sur le gaspillage d'argent, sur tout ça, mais c'est un acte fort qui peut même traumatiser les gens et que prochainement, lorsqu'ils sont gaspillage d'argent, sur tout ça, mais c'est un acte fort qui peut même traumatiser les gens et que prochainement, lorsqu'ils seront amenés à gérer la fortune publique, ils vont bien s'y mettre. Charles Hamel. Je connais un ministre qui a un véhicule qu'il appelle son bébé. C'est lui-même qui lave le véhicule. Ce n'est pas deux personnes. Il lave le véhicule le samedi soir, de 15h à 18h. Il sort le dimanche pour chauffer le moteur. Il va à l'église. Il rentre, il garde. Personne ne touche à ce véhicule en dehors de lui. Donc je crois que si on récupère ce véhicule... Je connais, même le chauffeur n'a pas le droit. Même le chauffeur n'a pas le droit. Donc je crois que si on récupère le véhicule de ce monsieur ici au Cameroun et qu'on passe là, vraiment, seul ça peut le pousser à rembourser tout l'argent qu'il a volé parce que c'est son bébé. Ils sont nombreux ici. Faites le tour des parkings de certains individus. Voilà pourquoi ils ont été les premiers à interdire les drones. Parce qu'il y a des gars qui ont dans leur parking 30, 40 véhicules. Des véhicules, faites-moi le tour, ce mec à Bonamous a dit, l'homme lundi. Vous allez vous rendre compte que le gars est à Yaoundé, il commande à Yaoundé, mais ici dans sa base arrière, il a des véhicules. Lorsqu'il dit qu'il veut sortir, il appelle Douala, vous voyez un cortège qui se place. Il voit le véhicule, il dit non, aujourd'hui, je me fais sur la semaine servir ce véhicule. Je crois que c'est un bon exemple. Rappelez-vous quand lorsque le Cameroun devait entrer comme dans les PPTE, le Mali s'était opposé. La commission qui était descendue au Cameroun, inspecteur s'était rendu compte que les véhicules qui circulent, allez vous placer à l'entrée de Liberman, allez vous placer à Bonanjo, à l'entrée de l'école américaine, à partir de 11h midi. Allez à Bonamoussadi, placez-vous là avec le stylo ou un appareil photo, filmez les voitures. Et je rappelle également qu'il y a eu un classement, je ne me souviens pas très bien de quelle année, qui a fait du Cameroun, qui a mis le Cameroun, Charles Hamel, attention, dans le top 5 des pays consommateurs de voitures de luxe en Afrique. Oui. Le Cameroun est dans le top 5 des voitures de luxe. Et vous vous dites, mais comment ces gens font pour avoir des voitures aussi rutilantes et aussi onéreuses, alors qu'on sait quel est le barème pour avoir des voitures aussi rutilantes et aussi onéreuses, alors qu'on sait quel est le barème de leur revenu, de leur salaire et de ce qu'on peut avoir comme avantage de service. Mais cela ne peut pas vous permettre d'avoir une voiture comme ça et d'en avoir 10, 20, 40 dans un parking. Mais attention, vous êtes en train de tuer le pays, Momo Pengan. Je vais dans le sens de Charles Hamel. 2006, un secrétaire d'État adjoint américain chargé des droits de l'homme arrive ici. C'est une dame, je ne donne pas son nom. Il fait des visites, il rend visite à un ministre qui est en fonction. Le ministre, il lui dit, je viens seul et tout ça. Quand cette dame arrive, on ouvre le portail, elle voit les voitures qui sont dans le parking, elle dit à son chauffeur de rebrousser chemin. Quand on dit à ce monsieur ministre, mais votre invité est en train de rentrer, il l'appelle. Elle lui dit, mais
Et l'Américain de lui dire, mais je vous ai dit que je veux être seul. Et tout ce monde que vous avez invité dit, mais non, ce sont mes voitures. Je ne suis pas seul, je suis seul, ce sont mes voitures. Et elle est revenue, effectivement, pour voir cette situation. C'est pas possible. Donc, j'ai dit... Non, mais c'est une culture occidentale. Hein? C'est un geste fort. Vous savez, la Philippine, avec Marcos, on connaît ce que c'est. Ferdinand Marcos, peut-être vous n'en avez pas entendu parler. Ça veut dire que ce chef d'État, il sait qu'il y a des, comment je vais dire ça, des cartels de corruption. Aller engager des procès pour retirer cet argent, revenir, ça va prendre du temps. Il va terminer son mandat, il ne fera rien. Et comme ces gars sont protégés, y compris par les banquiers où ils ont mis l'argent, c'est des cartels, y compris par les agents même de votre communauté internationale, c'est-à-dire Banque mondiale, FMI, Organisation mondiale du commerce et tout, et il va perdre du temps. Donc mieux vaut gâter ce qui est là visible. Maintenant, moi, ce que je pourrais lui ajouter, c'est de choisir 10 malchanceux. On les condamne à mort. C'est de choisir 10 malchanceux. On les condamne à mort. Avec exécution à la place publique. Mais il n'exécute pas. Il va faire, comment je vais dire ça? Oui, un simulacre. Il a dit, demain, le 11 avril, vous serez fusillés sur la place publique. Et après, le 9, il dit, bon, je laisse, je renvoie ça plus tard. Donc, il va faire comme ça pour mettre la pression. Et, vu que, mais il ne les tue pas. Mais au moins, il commence à ça donne une pression. Vous êtes un dictateur éclairé. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'il faut procéder. Maintenant, s'ils ont les maisons, vous les prenez, vous les mettez dans le fichier de l'État, dans l'urbanisme de l'État, leurs maisons, vous les prenez. Donc, je dis 10 malchanceux, condamnés à mort à exécution de la place publique, mais vous n'exécutez pas. Après le NDEC, vous nous sortez en cours. Oui, mais absolument. Il faut que les gestes forts comme ça. Bon. La veille de leur exécution, il fait un discours à la nation en disant je renvoie leur exécution à plus tard. Donc, là, l'Amnesty International va dire oui, lui-même, voilà. Toi-même, tu sais intérieurement que tu ne vas pas exécuter. Mais bon, voilà, très bien. Tu vas voir. On fait la messe. Tu laisses que les pasteurs, les prêtres vont faire la messe parce que on va les exécuter l'un des jours. Et après, tu laisses. Tu dis voilà. Ok. Tu renvoies. Et pour ceux qui pensent que c'est pas faisable, je rappelle que le Cameroun, dans son histoire, a connu des fusillades, mais cette fois dans le sens contraire, des personnes qui se battaient. Jerry Rawlings, ça fait ça pour redresser le Ghana. Voilà, donc il faut dire que ça s'est fait et que ça peut être une option, même si moi personnellement, on n'exécute pas. Moi personnellement, j'ai un problème avec cette. On n'exécute pas. On ne peut pas voir ces au Cameroun. Dans chaque région. On n'exécute pas. Dans chaque région, on va à Bonadjo, à Bafoussa. Voilà. À Bolova. On fait ça comme ça. On fait demain matin 5h30. Le prêtre, les évêques, ils font les mêmes. Bon, à minuit, tu dis non, je réponds. On fait demain matin 5h30. Le prêtre, les évêques, ils font les mêmes. Bon, à minuit, tu dis non, je reporte. D'accord. La fille du père là. Très bien. En tout cas, c'est un exemple qu'on pourrait prendre au Cameroun, non? Tendance. L'exemple de quoi? Tel que je suis sensible là, détruire comment? C'est facile de détruire, mais pour construire, c'est difficile. Ils ont volé. Non, même s'il faut récupérer, on récupère, on vend, on fait des dons aux orphelins. Il y a des gens qui souffrent dehors. On construit des écoles. C'est comme si tu venais voir quelqu'un en train de manger le poulet au restaurant. Non, tendance, on les contraint. C'est eux qui doivent justement alimenter avec l'argent qu'ils ont encore dans les banques. Vous leur dites que chacun doit donc être, comme il y a 1000 orphelinats ici, les orphelinats doivent avoir dit les rations alimentaires, les traitements. Tu imposes ça. Les gens qu'on confisque chaque jour dans les hôpitaux. Mais ça, on détruit d'abord. Les gens même qu'on confisque tous les jours dans les hôpitaux, qu'il n'y a pas l'argent pour payer. Les cas graves, des maladies graves même qui passent chaque fois à regard social. On peut même vendre pour aider les cas sociaux. À l'émission Regard Social, pourquoi pas exemple, mais pas devenir détruire. Je vais vous raconter une histoire. Et c'est par là qu'on termine. Une histoire qui s'est passée au Cameroun et l'administration territoriale. À une certaine période, entre 2004 et 2011, les élections, je ne vais pas trop commenter là-dessus, on avait remis certains véhicules au chef et à certaines personnes. Après les élections, on a pris juste le fichier pour voir, bon, on a gagné où.
On n'a pas gagné où? On a gagné où? On n'a pas gagné où? On a reconvoqué tous ces chefs au niveau de l'administration territoriale. Lorsqu'ils sont arrivés, lorsque le principe était, c'est lorsque tu es arrivé, tu garais le véhicule, on te demandait de descendre, on te montrait où vous devez garer la voiture. À la fin de la réunion, qui n'a même pas duré, lorsqu'ils sortaient, tu arrivais, tu dis, ouais, la voiture, tu as d'abord fait gagner à pied. Il y a de nombreuses personnes, dont je me citais terre et non, et des chefs même supérieurs dont on a récupéré les véhicules, qui sont sortis de là à pied. Je me citais terre et non, et des chefs même supérieurs dont on a récupéré les véhicules, qui sont sortis de là à pied. Donc c'est pour dire que c'est des choses aussi qui arrivent. Voilà, vous faites la mention d'une situation qui arrive. Oui, Eric, donne-moi quelques secondes, mon père, de ton temps. Il ne fallait pas que Flora montre la vidéo. Vous allez rendre mon père rebelle ces derniers temps. La vidéo, si pas fait quelque chose pour montrer dans la tête de mon père, il demande qu'on détruit les choses. Tel que c'est un papa qui a un grand corps, on ne va même rien détruire. Même si on confisque, c'est pour aider les citoyens camerounais. Oui, il n'est pas là pour détruire. Non, même si on prend ma voiture, tendance, on vend et toi tu achètes. Les autres vont te voir avec une voiture utilisant, ça va tourner des idées. Il faut détruire. Et obligation de mettre devant votre portail. Oui. Vous sortez, vous entrez par là, obligation, vous n'enlevez pas. Donc on casse comme ça, là, on met devant votre portail. Je rappelle que je rappelle que Thomas Sankara, qui est pour moi un modèle, un père spirituel sur le continent, avait également lui aussi mis en place une telle politique en 83 quand il arrive au Burkina Faso. Il a clairement remis au pas tous les fonctionnaires là-bas au Burkina Faso. D'ailleurs, c'est pourquoi le pays est devenu le pays des hommes intègres, comme on peut le dire ce matin. C'est pour dire que c'est possible qu'on puisse le faire dans ce pays, mais je peux également dire que c'est un revers, parce que lorsqu'on le fait, on est très sûr. Vous trouvez normal que les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets dans ce pays ont des véhicules dont la consommation semaine de carburant c'est 100 000, que les femmes vont au marché, elles laissent le moteur tourner pendant qu'elles font les emplettes? Vous trouvez ça normal, monsieur Fopoussi? Parce que ce que vous êtes en train de dire, vous dites que ça a des revers. Quel revers? On a combien de sous-préfets à Douala? On a le préfet, on a le gouverneur. Regardez comment, en termes de carburant, allez voir ce qu'ils consomment. Je ne le dis pas pour soutenir. Je fais juste une lecture. On doit donner le R4. Oui. Au lycée de Yabassi, technique de Yabassi, on fait les études en méca sur la Renault 4. Alors que les gars sont avec les voitures, on doit les donner, mettre sur le principe de Renault 4 504 tendance. Un gouverneur dans 504, c'est bon. On doit les donner, mettre sur le principe de Renault 4 504 tendance. Un gouverneur dans 504, c'est bon. On parle de la voiture 504 à l'époque. La voiture, elle ne sort même plus. Merci beaucoup sur ce plateau. On continue donc à être utile à la nation camerounaise en évoquant ce type de sujet pour que les uns et les autres en prennent conscience et qu'effectivement on puisse construire et consolider notre pays dans une forme de sobriété dans la manière avec laquelle on se vend et surtout on montre ce qu'on a accumulé comme richesse, surtout lorsque c'est de l'enrichissement sans cause, enrichissement indûment fait. Madame, Monsieur, on va poursuivre ce programme avec effectivement de la santé avec vous, Consti Lamine, qui nous retrouvait sur le plateau ce matin pour parler effectivement de Vombio. C'est un produit qui nous permet ce matin de pouvoir effectivement vous mettre en branle sur cette question des AVC et du diabète. D'ailleurs, je rappelle que ce produit-là est une bonne prévention contre ces différentes anomalies du corps. Bonjour à vous, Consti Lamine. Oui, bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe de l'émission 10-12 Le Zénith. Alors ce matin, je reviens donc, comme je l'ai si bien dit hier, après le grand succès du Vombio Oméga 3 du côté bien sûr de Fomaric 2018 du côté de Camtel Bipanda. Le concept Salaka remet en cœur ça pour dire tout simplement à tous nos téléspectateurs que votre produit reste et demeure disponible grâce au concept Salaka qui vous permet encore et encore d'avoir votre Vombio Oméga 3 au prix de 5 000 francs seulement pour une boîte de 30 gélules, notamment une gélule par jour pendant le repas. Alors le Vombio Oméga 3, c'est quoi exactement? C'est quoi? Pourquoi consommer le Vombio Oméga 3? Il faut déjà rappeler à tous nos téléspectateurs, personne ne l'ignore, bien entendu, prévenir vaut mieux que guérir. Je dis bien, prévenir vaut mieux que guérir. Raison pour laquelle je dis bien, prévenir vaut mieux que guérir. Raison pour laquelle chaque Camerounais, chaque étranger qui me regarde en ce moment devrait, à l'instant où je suis en train de parler,
passer sa commande du Von Bio Oméga 3. Oui, cette véritable solution qui vous permet, bien entendu, de prévenir les AVC. Parce que ça ne servira à rien d'aller dépenser des centaines de mille à l'hôpital demain après-demain quand on sera victime d'un AVC. Oui, quand on sait que les AVC attrapent tout le monde aujourd'hui dans le monde entier. Alors, pour éviter donc les AVC, pour être à l'abri des AVC, la solution miracle, la solution magique, c'est bien entendu la consommation du Von Bio Oméga 3 qui vous permet également, chers téléspectateurs, de prévenir et de contrôler les complications du diabète. Je m'arrête un tout petit peu. Prévenir et contrôler les complications du diabète. Je n'ai pas dit que ça guérit le diabète. Non, ça vous prévient et ça réduit les complications du diabète. Ça permet à votre diabète de ne pas évoluer, bien sûr, de ne pas prendre une ampleur, bien entendu. Le Von Bio Oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, de réduire la pression artérielle. Ça vous permet également de faciliter, ça facilite également la guérison des inflammations. Il vous permet également, chers téléspectateurs, de pouvoir permettre à vos articulations d'être de plus en plus flexibles. Voilà donc quelques avantages qui vous permettent d'avoir une idée claire sur la consommation du Von Bio Oméga 3 qui, je rappelle également, permet, bien entendu, prévient tout ce qu'il y a comme maladie liée au vieillissement, notamment l'Alzheimer. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Beaumonon, vous êtes en Konsamba, vous êtes en Balmayo, vous êtes hors du Cameroun, prenez le numéro de téléphone, appelez directement, passez votre commande, que ce soit 1, 2 ou 3 boîtes, vous l'aurez à domicile en appelant tout simplement à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Je rappelle tout simplement que c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Donc avec 5 000 francs, vous avez bien entendu la possibilité que c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Donc avec 5 000 francs, vous avez bien entendu la possibilité de prévenir les AVC. Avec 5 000 francs, vous avez la possibilité de prévenir et de contrôler les complications du diabète. Avec 5 000 francs, vous avez bien entendu tout ce qu'il y a comme avantage lié à la prévention des maladies grâce au Von Bio Oméga 3. Et je ne saurais partir comme d'habitude sans m'adresser à tous mes amis de Kumba, de Tiko, de Limbe, de Boya. Any man with the ami yes no, voilà ça for Boya, must buy a Von Bio Oméga 3. Yes, because the Oméga 3 na some fine product. Oméga 3, it makes say you no go get AVC. Oméga 3, it go make say your diabetes no go be complicated. Oméga 3, it go make say you go always get bon humeur. You go feel good. So any man today must get a Von Bio Oméga 3 oh, because the plenty people in it for buy them. And now people, any man they very content because they with Oméga 3, any man they be happy. Don't just call just no for that 2 number and pass your command place where you dey. For that stuff for Tiko, Limbe, Mutenge, Ngaundere, Boya, Bomono, Nyasoso, Batibos, any kind of place, just call just now. And when you call, we go send you your product with we partner with the same Kakodem. Don't any man must call just now because you not dépenser plenty money after when your AVC go come or when your diabetes will be complicated. Just débourser 5,000 francs and get your Von Bio Oméga 3 na 30 gélules and na 1 gélule par jour pendant le repas. Merci et on se donne rendez-vous au téléphone pour tous ceux qui vont passer leur commande. N'oubliez pas 95 06 60 50 650 28 44 51. Ce sont les numéros de téléphone du concept Salaka. Concept qui distribue le Von Bio Oméga 3. Voilà, merci beaucoup Consti Lamine. On va tout de suite et maintenant, madame, monsieur, aller retrouver l'interpellation et le sujet de ce matin. Et le sujet de ce matin. Bon, dans notre pays, bon, moi, je pense que l'État fait le maximum d'efforts à leur niveau. Mais c'est les citoyens camerounais qui ne se comportent pas bien par rapport à l'insalubrité. Parce que vous voyez un citoyen, il est en train de manger quelque chose, un pot de banane, il jette ça n'importe où, et pourtant il y a la poubelle à côté. Mais ce n'est pas ça. Comment est-ce que notre pays peut changer? Mais il faut que nous-mêmes d'abord nous changeons de mentalité. Bon, il faut que nous les citoyens camerounais, on essaie un peu d'avoir une bonne mentalité parce que il y a des moments que je vois quand l'État arrange peut-être un trottoir qui est déjà bien aménagé. Mais tu vois, un Camerounais vient et il commence à faire n'importe quoi. Bon, il touche avec les mains sales. Bon, vous voyez, bon, comment est-ce que notre pays va changer si le gouvernement travaille bien et que nous les Camerounais, nous sommes toujours en train de gâter. Bon, c'est pas bien. Il faut qu'il c'est pas bien qu'on nous passons toujours notre temps
à critiquer l'État. Et pourtant, l'État fait beaucoup de choses pour les citoyens camerounais, mais c'est nous-mêmes aussi qui gâtons. Voilà, jamais un sujet d'interpellation a autant reçu une telle désapprobation, désapprobation et désaffection sur ce plateau que celui d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, je vous ai senti tous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? D'accord, allez Charles Hamel, est-ce que c'est vrai que l'État fait tout et que c'est les citoyens, que les Camerounais, de par leur mentalité, qui essaient de saboter tous les efforts faits sur le plan de la propriété, la salubrité? J'ai l'impression que ce Camerounais vit dans une bulle. Et la bulle, cette bulle est son royaume, qu'il ne voit pratiquement pas ce qui se passe dans la réalité. Partez de Bonandio jusqu'à l'école publique. Regardez tous les caniveaux. Est-ce que ces caniveaux, monsieur Eric Fopoussi-Ndégou, ont des dallots? Les dalettes sont fermés? Non. Faites le tour d'Aqua, commençant de la rue Foch, rue Jameau, fermée. Non. Faites le tour d'Aqua, commençant de la rue Foch, rue Jameau, toutes les rues, rue Bébé Idi, rue Clémenceau, tout. Est-ce que c'est d'allô, c'est-à-dire les caniveaux sont bouchés pour permettre uniquement à l'eau et non des déchets solides de pouvoir passer? Que non. Premier point, c'est ouvert. Vous avez un Kleenex, vous voulez vous nettoyer, vous savez où le faire, c'est dans la rue. Est-ce que dans nos différentes rues, il y a des points pour déchets solides, des points pour déchets, comment on va, liquides biodégradables? Il n'y en a pas. Ça, c'est le rôle de l'État. Vous quittez de la rue, seulement sur la rue Jameau, la rue Foch, vous n'allez pas voir une seule poubelle. Or, rappelons-nous lorsque les multinationales arrivaient au Cameroun. Dans le cahier de charge, qu'est-ce qu'il y avait? On venait donc de bac à ordures dans telle zone, bac à ordures. Montrez-moi un seul bac à ordures. Il n'y en a véritablement pas. Pourtant, dans les rues, à une certaine époque, il y avait. L'État a fui véritablement. Il y avait des campagnes de sensibilisation. Toutes les maisons, aux abords des routes, avaient le droit tous les 6 mois de procéder à un réaménagement, c'est-à-dire on refait une réflexion. La peinture, on réaménage. S'il y avait les jardins devant, on refait. C'était obligatoire. Et le 6e mois, dans la deuxième semaine, en fait, si vous voulez, le 6e mois tombait, c'est en 2 phases. La deuxième phase tombait généralement le 31 décembre, où on devait refaire toutes les maisons. D'accord. Alors, mais il faut reconnaître quand même qu'au Cameroun, il faut le reconnaître, au Cameroun, il y a des comportements qu'on pourrait aujourd'hui fustiger, des gens qui n'ont pas la conscience. Vous voyez les gens dans des voitures, lorsqu'ils ont fini de manger, puisqu'on parle des gens, lorsqu'ils ont fini de manger, elles balancent comme ça les détritus et autres déchets sur la chaussée. Quand même, il faut le relever. Je finis, mais le ministre Ferdinand Oyono avait eu la claque de sa vie. Le ministre Ferdinand Oyono, il soit là à l'aéroport un jour, recevoir Manu Dibango. Oui. Alors, il consommait le chewing-gum ce jour, il un jour recevoir Manu Dibango. Oui. Alors, il consommait le chewing-gum ce jour, il a eu la délicatesse de laisser tomber sur la chaussée. Oui, le papier. Oui. Manu Dibango s'est courbé, il a ramassé, il a jeté dans une poubelle. Je vous assure, le ministre n'a plus ouvert la bouche jusqu'au ministère. Bien sûr. Pour vous dire qu'il y a des actes. Il y a des gens, vous regardez les actes des enfants dans le système anglophone. Moi, j'ai pris la peine, c'est pas parce qu'il y a une crise, hein. Pour moi, c'est pas parce qu'il y a une crise. J'ai vu 2 enfants qui sont en train de longer le chemin. L'un suce la canne, jette dans le plastique, mais l'autre suce et jette à même le sol. Balance. Oui, bon, Began, un mot là-dessus. Non, moi je sais, l'État a tellement bien fait que hier, les employés de Isacam sont en grève. Précisément parce que Isacam demande près de 40 milliards à l'État du Cameroun. C'est ça, on a très bien fait. Mais tout récemment, il y a une tentative de résorber. Peut-être que la tentative qui n'a pas abouti à pas totalement, mais il y a un effort qui a été fait. De toutes les manières, ils étaient en grève hier parce qu'ils ont des arriérés. Et leur patron a dit qu'il demande près de 40 milliards à l'État du Cameroun. Oui. Non, dans ce genre de choses, même cette mentalité d'incivisme, d'immoral a été construite. Lorsque le Cameroun dégringolait, nous on disait, certains années aussi, on disait, mais ça va mal, la manière, la pente que nous sommes en train de prendre là, va nous amener au gouffre. La première observation, c'était quoi? On a enlevé les programmes de morale à l'école. On n'apprend plus. La morale, on parlait tout à l'heure de la formation. Deuxième chose qui s'accompagnait de cela, de cette dégradation morale, non?
la construction des ventes emportées à côté des établissements scolaires et le laisser-faire. Oui. Laisser-faire, c'est-à-dire que La tolérance dans le laisser-faire, il y avait ici ce que vous entendez aujourd'hui, mercredi des propriétés, vendredi de ceci ou cela. Il y avait à notre époque une journée nationale d'investissement humain. Même au village, tout le monde, journée nationale d'investissement humain. Même au village, tout le monde restait là, on faisait la propriété. Oui, chacun prenait voilà, regardez donc aujourd'hui, on vous dit, mercredi de propriété à Douala 0. Les commerçants restent chez eux, ils attendent 11 heures. C'est comme une petite voilà, journée ils attendent 11 heures pour oui. venir ouvrir les boutiques. Et jeudi des propriétés à la mairie de Douala 26. On reste, tout le monde reste. Bon, donc il n'y a pas de propriété. Donc premier ça a été construit. Donc pour balayer dans un escalier, il faut commencer par le haut. D'accord, très bien. Merci beaucoup sur ce plateau d'avoir été si bien prompte à nous édifier. Florazé, à vous, je tiens particulièrement à dire merci. Et également à Charles Lamel pour cette belle colère sur la question des énièges au Cameroun. Une tendance pour une histoire tout à fait propre et surtout bien passionnante sur ce plateau. Bon, Bengan pour la sagesse sur ce plateau. Tu devais me dire le même mot comme pour Flora. Oui, tout à fait, je l'ai dit. Hein. Dis le même mot. Mais 5 ouais, ici. Un remerciement particulier. Voilà le mot que j'ai. Tendance. Quant à vous, madame, monsieur, rendez-vous demain. Ne ratez pas ce soir une édition spéciale de Paroles de femmes. Julie Nguenyonde vous accompagne au cœur d'un sujet pour ces femmes qui ont fait des enfants avec plusieurs hommes. Donc, soyez présents au rendez-vous 20h45 sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.